Alors, nul besoin ici de faire une introduction générale sur la crise à laquelle nous sommes confrontés, puisque le module et les conférences précédentes sont précisément là pour dresser la complexité de la situation et des enjeux et nous faire saisir la dimension systémique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de nous projeter sur la question de comment réduire l'impact environnemental du citoyen et comment s'engager. Et pour traiter ce sujet, nous avons le privilège de recevoir 4 intervenantes et intervenants, dont je vais faire une présentation évidemment trop superficielle et partielle, mais dans cette discussion, ce sera justement l'occasion de revenir sur vos parcours à tous et toutes, puisque vous êtes ici précisément parce que vous êtes des exemples inspirants, aussi bien par vos parcours que vos réflexions, vos valeurs, vos actions, vos engagements à différentes échelles. Donc je vais commencer par Hélène. Alors après un début de carrière dans la finance, puis dans une ONG environnementale, tu t'orientes vers une formation en agriculture. Tu réfléchis sur la façon de mener une transition générale vers la recherche d'autonomie en permaculture et tu es aussi professeur à mi-temps. Et donc tu constitues un exemple marquant de transition individuelle. Julien, après des études de droit et de politique internationale, puis des expériences marquantes à l'international, tu crées un site répertoriant des actions, des outils, des ressources pour une éco-citoyenneté, ça s'appelle ça-commence-par-moi.org. Tu as rédigé cette année, donc en 2022, un ouvrage 2030 glorieuse qui livre des utopies et un imaginaire du monde de demain. Arthur Gosset, donc tu es ingénieur en génie environnemental et avec ta compagne, tu es auteur et réalisateur du film Rupture, un documentaire sur le changement de cap des étudiants et jeunes diplômés face aux enjeux écologiques et sociaux actuels. Et pour finir, Anatole Chouard, donc tu as étudié les mathématiques appliquées à l'école polytechnique, puis la modélisation mathématique en master à University College de Londres. Et maintenant, tu es conférencier et vulgarisateur scientifique sur les enjeux écologiques et tu tiens notamment la chaîne chez Anatole. Alors, je commencerai par un constat logique, c'est-à-dire que pour commencer à réduire notre impact, il faut le comprendre, notamment pour arbitrer les priorités et ne pas se perdre dans les méandres trop convaincants, hélas, du greenwashing. Donc, peut-être pour commencer, comment comprendre notre impact personnel? Je pense que je vais te laisser la parole, Anatole. Déjà, bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Donc si on va peut-être remettre les bases dès le départ et ensuite on va voir ce qu'on peut faire à niveau individuel, etc. Donc il y a un rapport pour regarder l'impact individuel, ce qui est, je pense, va être le sujet de la conversation aujourd'hui. Il y a un rapport qui s'appelle Faire sa part. Et ce rapport, il a dit quoi? Il a dit on va essayer d'avoir les bons ordres de grandeur pour savoir de notre bilan carbone, quelle partie on peut baisser avec des actes individuels et quelle partie ça va être pour les entreprises et l'État. Alors c'est une simplification parce que tout est lié, mais le problème c'est que pour l'instant les individus, en tout cas il y en a beaucoup qui disent le problème c'est les entreprises polluantes, les entreprises disent oui mais nous on respecte les lois de l'État donc c'est à l'État de changer et l'État qui dit oui mais nous on est élus par le peuple donc il y a un triangle qui est vicieux, il faudrait qu'il soit vertueux. Donc ils se sont dit on regarde le bilan carbone moyen d'un Français, il est à peu près 10 tonnes. Ils avaient 10,8, maintenant c'est 10 tonnes. Okay. 10 tonnes. Il faut aller à quoi? 2 tonnes. Bon, on va faire la somme de toutes les actions individuelles. Déjà, on regarde tout ce qui ne nécessite aucun investissement. Donc là, par exemple, passer un régime végétarien, ça ne demande pas beaucoup d'investissement, quasiment rien, par rapport à faire une isolation de son bâtiment, par exemple. Donc faire ça, plus prendre les transports en commun, moins prendre les transports routiers, etc., moins d'avions, etc. Et donc là, ils ont vu, on peut baisser déjà de 2,8 tonnes comme ça, avec ce comportement qu'ils appellent héroïque. Et ensuite, ils se sont dit, là maintenant, on peut rajouter des actions qui, là, demandent un investissement. Donc il y en a 2 principales, c'est passer à la voiture électrique et isoler son bâtiment. Et là, ils ont vu, en gros, on peut faire individuellement 50% du chemin. 50% de la baisse pour arriver à 2 tonnes. Okay, et ça veut dire que le reste, ça doit être les entreprises et les gouvernements qui font le reste de la baisse. Donc, la conclusion principale, c'est que c'est pas suffisant, mais c'est complètement nécessaire. Et après, ils se sont dit, mais là, je ne sais pas si c'est aussi important, ils se sont dit, est-ce que les Français vont vraiment faire ça? Et ils ont fait un sondage et ils ont vu qu'il y a à peu près 20% des Français qui veulent complètement faire ça, 20% qui sont réfractaires à tout changement, et le reste, 60% qui va se décider dans les prochaines années. Et donc, ils se sont dit, en gros, c'est un Français sur 2 qui va respecter ça. Et donc, au lieu de 50% qu'on pourrait faire individuellement, c'est 25% de la baisse. Et
malheureusement, c'est ce 25% qu'on entend un petit peu dès qu'on entend parler du rapport faire sa part, mais ce serait 50% en fait le vrai chiffre à retenir. Voilà, à peu près. Donc voilà, ça c'est pour avoir les ordres de grandeur. On a parlé ici que de l'empreinte carbone. Hein. Il y a d'autres sujets environnementaux que le carbone, c'est une des 9 limites planétaires, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est pour faire un petit peu un premier constat. Et après, on peut Ce que parler tu dis pas, de bien Anatole, des c'est que choses. c'est un rapport qui a été fait par des ingénieurs. Le premier cabinet de conseil qui a mesuré les empreintes carbone des entreprises qui s'appelle Carbone 4. On voit de plus en plus l'un de ses cofondateurs, Jean-Marc Jancovici, notamment prendre la parole dans les médias. Ouais. Et ce que tu n'as pas dit non plus, c'est que ce rapport, il est paru avant tout ce qui est arrivé de Covid et aujourd'hui de crise énergétique, avec du coup une notion, un rapport à la contrainte, je pense, qui est littéralement complètement différent entre 3 ans en arrière et maintenant, en termes de prise de conscience, en termes d'acceptation ou pas de se limiter dans ses libertés pour le bien commun, ce qu'on a fait ces quelques dernières années là pour les personnes les plus âgées, et ce qu'on doit faire maintenant. Pourquoi pas pour les Ukrainiens, pourquoi pas pour les forêts dans les Landes, pourquoi pas pour les Bangladais, pourquoi pas. Donc là aussi, tu vois, c'est une limite supplémentaire qui nous permet de compléter un peu cette compréhension-là, effectivement. Et ensuite, après, tout ça est très lié, parce que pour l'instant, ce triangle qui est vicieux, il pourrait devenir vertueux, mais donc ça montre que les trois sont liés, entreprise, gouvernement, individu. Bon, bah, très bien, on signe, non ? 25%, c'est un bon... Non ? C'est un bon début. Et 50 peut aller jusqu'à 50. Mais voilà, je pense qu'une des limites de ce rapport, c'est qu'il rend compte d'un constat à un instant T, mais il ne donne pas le côté rétroaction de l'action individuelle sur les instances un peu plus collectives. Et pour reprendre l'exemple par exemple de Total, même si nos actions individuelles ne peuvent pas influer directement sur leur prise de décision à leur échelle, à un moment, si toutes les individualités vont dans la même direction avec une réduction des consommations à la fois de tous les dérivés de l'énergie fossile, ils seront bien contraints il y aura une influence aussi, une rétroaction à ce niveau collectif aussi, je pense. Est-ce que c'est un rapport qui prend en compte le travail aussi ou pas ? Non, c'est juste des actions individuelles. Sans l'impact que tu as dans ton travail. Qui est quand même aussi majeur, quoi. Tout à fait. Justement, ce que je voudrais dire, c'est que du coup, moi, ma posture, ça a été de me dire qu'il fallait que je quitte l'entreprise et la ville pour justement aller plus loin dans la démarche et essayer même de devenir un puits de carbone, parce qu'on a tellement accumulé de carbone dans l'atmosphère que moi, je pense qu'il faut être plus ambitieux que ce qui est planifié par les instances onusiennes. Même si ça paraît difficile en fait de devenir un puits de carbone, parce que quand on est en ville, on est dans un monde qui est tellement artificiel qu'on voit que les baisses et on voit pas les leviers qu'on a au travers des puits de carbone. Et c'est aussi en me disant qu'il fallait que je quitte l'entreprise et la ville, puisque la ville ne peut pas être durable car tout vient de loin et qu'on est stimulé en fait à consommer en permanence en ville, puisqu'il n'y a quand même pas grand chose à faire d'autre que dépenser de l'argent et consommer. J'ai commencé franchement, à part aller au musée ou au concert, c'est un peu... Ouais, mais tu vas aller boire des bières, dépenser de l'argent, souvent plein de pesticides, voilà, puisqu'en fait, oui, aussi, voilà, le climat, c'est qu'une petite partie du sujet environnemental. On a un problème sur la biodiversité qui est encore bien plus grave, en fait, et qui n'a rien à voir avec les émissions de gaz à effet de serre, notamment à cause des pesticides. Je pense que vous aurez Pierre-Henri Gouillon qui vous en parlera. Voilà. Et donc, il y avait cette histoire de partir à la campagne. Et à la campagne, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai commencé du coup à m'intéresser à vraiment comment fonctionnait le vivant, à faire de la bio pure et dure. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, attends, on a rasé 70% des forêts sur Terre, donc on a détruit 70% du troisième plus gros puits de carbone de la planète, puisque le deuxième, c'est les sols. Et on a labouré, ce qui relargue énormément de carbone dans l'atmosphère. Il y a le projet 4 pour 1000 qui dit que si on augmentait de 4 pour 1000 le taux de matière organique dans les sols, on capturait l'intégralité des émissions anthropiques. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que l'agriculture, c'était un sujet qui était totalement systémique, puisqu'aujourd'hui, la nature, en fait, c'est l'agriculture dans l'écrasante majorité. Et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir à une agriculture vertueuse. Donc en fait, partir faire de l'agriculture, ça venait répondre à tous les enjeux. Et quelque part, ça me paraissait naturel. Dans le fond, on sait bien que la sobriété, elle se fait plus facilement à la campagne, l'autonomie aussi en eau et en alimentation, parce que mon projet, c'est surtout un projet d'autonomie en eau et en alimentation. Alors avant de développer plus sur justement les leviers d'action et comment chacun a pu s'engager dans cette transition à son échelle, on va rester sur peut-être le comprendre, c'est-à-dire faire le constat de comment est-ce que
comment est-ce qu'on peut évaluer notre impact et est-ce que vous avez des idées d'outils qui peut nous aider individuellement à évaluer notre impact personnel? Je sais par exemple que Julien, sur ton projet, ton site, tu donnes pas mal de clés. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est vachement bien parce que tu nous as fait un peu l'intro, le teaser de toutes les choses qu'on va évoquer avec une capacité à y mettre aussi une envie de développement, d'accomplissement personnel dans cette transformation, le côté ville et campagne, le côté collectif, le côté aussi de dépasser sa simple empreinte négative qui est souvent malheureusement trop, je trouve, accolée à l'humanité, comme si en fait on était juste voué à prendre, à jeter, à consommer, à détruire et qu'on était des agents de consommation finaux et basta. Mais effectivement, pour répondre à ta question, Raphaël, la première fois que je me suis vraiment intéressé à ces considérations, comme tu le disais, j'ai vécu à l'étranger. Là, nous, on est en 2022 en France et on ressent dans notre chair ce que ça veut dire, le chaos climatique. On commence à peine. 10 ans en arrière, en vivant aux Philippines, c'était quelque chose qui était déjà évident et qui en fait était évident depuis longtemps pour des centaines de millions de personnes à l'autre bout de la planète, qui sont en plus même pas responsables de la dette écologique qu'on fait payer à l'entièreté de l'humanité. Et donc, il y a cette nécessité de comprendre d'où on part. Et pour comprendre d'où on part, il y a des outils qui sont mis à disposition, qui ont beaucoup évolué d'ailleurs, dont un qui a été fait en collaboration avec l'ADEME, qui est l'agence ministérielle sur ces questions écologiques, et Avenir Climatique, qui est une association d'étudiants qui a beaucoup travaillé à vulgariser cette notion d'empreinte carbone, et notamment à l'échelle individuelle. Et donc, ils ont fait un super site qui s'appelle Nos Gestes Climat. Et ça, c'est très simple. Ça permet assez simplement, assez rapidement d'avoir un bilan de son empreinte carbone. À la fois, et tu l'as déjà dit, on ne parle pas que de CO2, et donc du coup, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'aller creuser aussi la notion d'empreinte écologique. Et là, par exemple, il y a le Footprint Calculator qui est fait par une ONG américaine qui a mis en avant l'Overshoot Day, c'est en français le jour du dépassement. Voilà. Et donc cette notion-là, dont on entend beaucoup parler dans les médias, pareil, vous allez sur footprintcalculator.org, il y a une version en français, et ça permet d'avoir l'idée de son empreinte écologique qui, moi, me plaît bien parce que ça dit, tiens, il faudrait tant d'eau pour les ressources halieutiques, tant de forêts, tant d'espaces agricoles, etc., pour, en fait, derrière, nous permettre de continuer avec nos modes de vie qui, si l'humanité entière vivait comme des Français, auraient besoin des ressources de 3 planètes. Donc là, ça nous donne une idée de départ. Et puis derrière, en plus, en fonction des personnes qui nous écoutent, parce que là, il y a majoritairement des étudiants, peut-être des profs aussi, on n'a pas du tout les mêmes niveaux de vie. On n'a pas du tout les mêmes déplacements, on n'a pas du tout les mêmes habitats, on n'a pas du tout et donc pas du tout les mêmes leviers d'action, surtout pour agir. Et une fois qu'on a compris ça, on commence à rentrer dans une démarche de progression qui, et ça on en reparlera, mais doit être largement dépassée. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de proposer aujourd'hui les 10 tips du programme Weight Watchers des écolos pour derrière compter chacune de nos calories et rester sous la douche en chantant All By Myself à chaque fois qu'on lorgne un Mars, un sneakers ou un pull H&M ou des jet skis en vacances comme notre cher président. On commence à parler de politique là ou pas? Non, pas encore. Mince. Moi, ça me fait penser, c'est cool parce que tu abordes la notion de responsabilité. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard, la question de responsabilité à l'échelle individuelle, en fonction de nos capacités d'agir, de nos capacités d'action aussi. Un chiffre par rapport à cette notion de responsabilité qui, moi, me parle, justement par rapport à l'emploi, il y a 7 jeunes sur 10 aujourd'hui en France qui seraient prêts à changer d'emploi pour avoir un emploi plus en accord avec leurs convictions écologiques, et ce, quelles que soient d'ailleurs leurs origines socio-professionnelles. On a souvent tendance à entendre en fait c'est un truc de riche l'écologie, etc. Mais non, en fait, les personnes qui le peuvent, qui ont le choix, aimeraient quand même pouvoir changer majoritairement et avoir un emploi plus vertueux. Et après, du coup, pour rebondir sur ta question sur comment est-ce qu'on prend conscience de tout ça, je trouve qu'il y a des ateliers qui sont top, c'est toutes les fresques. Alors il y en a énormément qui se développent, je crois qu'il y en a plus d'une quinzaine aujourd'hui. Une trentaine en cours. Plus d'une trentaine. Ah oui, d'accord. Ça va continuer à augmenter. Et la plus connue, c'est la fresque du climat, bien sûr, pour comprendre en tout cas un peu la complexité du climat. Il y a une fresque sur la biodiversité, il y a une fresque des low-tech qui s'est lancée récemment. La forêt, les océans, il y en a sur tout un tas de discriminalités. C'est super. Et ça, je trouve que c'est super, l'atelier des fresques. Je ne les ai pas du tout toutes faites. Mais en tout cas, il y a cette idée de voir ça en collectif, de réfléchir avec les autres, de se comparer aussi, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, à être un peu perdu dans toute cette complexité écologique. Et puis après, on peut dériver sur plein d'autres ateliers. L'atelier d'automne, je ne sais pas si vous avez pu le faire aussi, qui est assez intéressant, où on se rend compte qu'en fait, on a beau être engagé, moi, dans mon atelier, on était tous à peu près engagés. C'est pour calculer du coup son empreinte carbone à peu près, grosso modo.
par an et on était grosso modo tous autour de 4 tonnes. Donc quand même 2 fois plus. Ce qui est vachement Quand bien bien. même, oui, ce qui est vachement bien. Parce Mais que quand bien l'objectif même, de 2 tonnes, il est pour 2050, on l'a pas dit encore. C'est vrai. mais c'est vrai. C'est quelque chose, c'est un effort considérable, mais qui est quand même lissé sur pas mal d'années. Ouais, bien sûr. Enfin, voilà, tous ces ateliers collectifs qui, je pense, sont très intéressants. Et pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous former. C'est très simple pour vous former et devenir animateur, animer des fresques ensuite à droite Il y a à un gauche. calendrier international maintenant, donc il y a Ah ouais, forcément non, c'est- des fresques à côté de chez les personnes Tout à qui nous écoutent dans la semaine, facile. J'ai peut-être aussi Ouais, autre vas-y, chose, je t'en c'est prie. les conférences MyCO2. Donc Ouais. là, par exemple, nos gestes climat, c'est super bien parce qu'en vrai, je me suis chronométré, je crois que c'est 5 minutes et Ouais. quelques. Donc si on n'a vraiment pas beaucoup de temps, et je vois juste après mes conférences, il y a des gens, ils vont sur nos gestes climat, ils le font en 5 minutes, ils peuvent se comparer. Ah, t'es à combien? 17 tonnes. Donc, ah, ok, oui, il doit vraiment, vraiment changer. Et MyCO2, là, c'est en 2 heures à peu près. Et donc là, on peut discuter, juste pas avoir le résultat et juste comparer et se dire ah ok, ma voiture c'est 8 tonnes, mais vraiment comprendre pourquoi c'est 8 tonnes déjà ta voiture, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Donc là, on c'est est très complémentaire. avec les focalisé Surtout uniquement carbone. Sur MyCO2, Oui, il c'est- parle aussi, il me semble, de Alors. l'empreinte de l'épargne, hein, si je dis bête. Je crois qu'ils ont autres. rajouté C'est le aussi plus complet, ouais. Ouais, ils, voilà. ils font vraiment Et tout ça, c'est, pour les importations, les émissions des produits qu'on importe. Là, ils ont vraiment un bon système de calcul. Alors, c'est à chaque fois, c'est pas exact. Quand on fait nos gestes climat et MyCO2, on n'a pas exactement les mêmes résultats, mais c'est vraiment avoir les ordres de grandeur, parce qu'on se rend compte, parce qu'au début, on se rend compte que les gens ne les ont pas vraiment quand on commence à s'intéresser à ça. On a les ordres de grandeur et on se rend compte aussi que si on baisse notre empreinte carbone, il y a de très bonnes chances de baisser toutes nos autres empreintes, parce que tout ça est lié. Donc voilà, c'est un autre site qui peut être intéressant. Ok. Et voilà, si on passe plutôt maintenant qu'on a compris comment réaliser notre empreinte carbone pour pouvoir arbitrer justement les choix de changement et de transition individuelle, si on passe plus sur le volet action, je veux dire, globalement, moi c'est une question un peu large, mais est-ce que pour celui qui a envie d'amorcer cette transition personnelle et à différentes échelles, il y a une méthodologie de transition, il y a des guides, des modes d'emploi, des collectifs auprès desquels on peut se rapprocher pour essayer d'amorcer son propre changement, éventuellement pas se sentir seul, isolé et amorcer quelque chose. Il y a un documentaire à aller voir. Très important. Ouais, il y a beaucoup de collectifs qui existent. Je pense qu'effectivement, la notion de collectif est super importante, parce qu'on n'est pas seul, quoi. Je pense que vous aurez d'autres collectifs à citer aussi. Moi, je peux en donner quelques-uns. Alors, c'est pas forcément pour les étudiants. Ce collectif-là, c'est le collectif Paumé de Make Sense. Ils organisent des ateliers, ce qu'ils appellent des apéros paumés. Bon, les personnes qui se questionnent et qui sont un peu en quête de sens. L'idée, c'est de partager des témoignages, de faire un point où on en est dans sa vie, quoi. Bien sûr, tous les collectifs d'ingénieurs engagés, c'est un super collectif aussi. Vous avez le collectif des shifters, mais qui sont plus à destination pour le coup des ingénieurs, je crois. En termes de collectif, est-ce que vous pensez à d'autres choses? Pour un réveil écologique. Pour un réveil écologique, Plus bien pour sûr. les étudiants Ouais, pour aussi. les étudiants Mais ça- aussi. ça s'ouvre. Au moins à suivre, parce que en fait, je trouve que aussi ça, on prend conscience en suivant vraiment les actualités sur les réseaux, donc sur LinkedIn, sur les réseaux, pour un réveil écologique, qui font du super taf. Et je ne sais pas s'il existe quelque chose propre aux écoles de médecine, mais ça pourrait être une externalité intéressante que... Et après, les collectifs Suite à cette internes en production, école. ouais. Enfin, moi, quand j'étais du coup à Centrale Nantes, on a cofondé une asso qui s'appelle Together for Earth, qui existe en parallèle du RESES. Le RESES, c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, qui rassemble en fait plein d'associations au niveau national dans différents cursus de formation, que ce soit effectivement les universités de médecine, en école d'ingénieurs, aux écoles de commerce, tout ce que vous voulez. Et Together for Earth, nous, on implémentait des actions dans ces assos-là. Et en fait, on avait plus de 50 assos membres du réseau et un peu partout. Et on se rend compte que dans chaque établissement scolaire, il y a des personnes qui sont motivées pour faire bouger les lignes. Donc je pense que c'est aussi un enjeu si vous êtes étudiant dans des facs, rapprochez-vous, mettez un message sur vos groupes Facebook ou quoi pour rapprocher et essayer de monter un petit collectif, aussi avec des enseignants, parce qu'il faut, je pense, attirer les enseignants là-dedans, quoi. Moi, je pense que la meilleure façon, d'après moi, quand même, c'est de faire du woofing. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le woofing, c'est World Wild Organic Farms. Il manque un O parce que c'est WWOO, FING. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on part travailler à la ferme, on apprend et on est nourri, logé, chauffé gratuitement. C'est la moindre des choses, comme on travaille en apprenant. Bon, c'est pas le bagne, hein. Bon, il y a des endroits où c'est le bagne, mais c'est 5 heures normalement maximum par jour. Voilà. Il y en a dans le monde entier et ça permet de vraiment voir des gens qui visent la sobriété en vivant en autonomie, etc., de façon concrète. Ce qui est bien aussi, c'est que
Pour moi, il n'y a pas vraiment de frein parce qu'il y a tous les budgets possibles, quoi. En fait, on peut très bien être sur un terrain non constructible dans un habitat léger et ça aura coûté 5 000 € avec la prairie comprise à des gens beaucoup plus aisés qui ont un certain âge, qui ont travaillé avant et qui ont donc des belles maisons avec des beaux projets. Et puis, bon, il y a aussi quand même beaucoup de fermes assez connues. Bon, alors là, je pensais au Bec. Le Bec, ça s'arrête, mais il y en a d'autres, ne serait-ce que le village de Pierre Rabhi, qui a été repris par sa fille, Hélène Rabhi. Voilà, s'intéresser aux gens qui font de l'agriculture depuis longtemps. Okay. Je pense que c'est une bonne façon. Et il y a un site qui explique tout d'ailleurs, c'est super simple pour réserver, pour rentrer en contact directement avec les maraîchers. Il y a les colibris aussi. Enfin, j'en oublie, mais en fait, il y en a beaucoup maintenant des sites. Moi, je suis que sur Woofing, mais voilà, il y en a d'autres que vous pourrez trouver facilement. Ok. J'ai une question un peu sur l'aspect que j'appelle techno-optimiste. Est-ce que vous pensez que, parce que je reprends ce questionnement qu'on entend souvent dans une partie de la population, que le progrès technologique puisse être en tout ou partie une partie de la solution à notre crise? Normalement, ça devrait décoller. Ouais. Tu veux y aller? Moi, après, je peux y aller si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Les écoles d'ingénieurs, c'est beaucoup. Je vais faire un truc scientifique. Voilà. La question aussi sous-jacente, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ces innovations ou est-ce qu'on n'a pas déjà les solutions qui existent et juste besoin de les déployer à une autre échelle? Ouais, il faut voir ce par quoi on entend avec technologie. Ouais. Donc, on va citer les rapports du GIEC. Donc, je fais des résumés des rapports du GIEC. Donc voilà, ça je connais bien la réponse à cette question. Le GIEC dit quoi dans son rapport du groupe 3? Donc, le groupe 3, c'est comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on va regarder ce que la technologie peut faire. Mais ils disent, attention, il y a 3 piliers. Il y a le changement d'habitude des citoyens. En fait, c'est un petit peu la même chose que dans le rapport Faire sa part. Ils ont vraiment regardé ce que les citoyens peuvent faire. Ils ont essayé d'estimer avec des ordres de grandeur. Donc ça, c'est la base. Il y a la technologie qui peut aussi baisser. Ça ne va pas être la solution miracle, mais ils la prennent en compte. Il y a des gens qui disent « Attention, la technologie n'est pas prise en compte ». Si, c'est bien pris en compte. Et le troisième, c'est comment sont organisées nos villes, nos campagnes. Donc ça, c'est des changements structurels. Et donc ensuite, pour chaque secteur, donc les gros secteurs émetteurs, donc l'énergie, le transport, l'alimentation, etc., eh ben, ils disent il y a ces trois facteurs pour faire baisser les émissions. Pour certains secteurs, c'est plus le changement d'habitude qui va marcher, par exemple pour l'alimentation. Mais pour le bâtiment, là, ça va être plus ce qu'ils appellent la technologie. En fait, c'est des technologies, c'est pas le futuriste, hein. C'est juste changer son système de chauffage et faire une rénovation complète de son bâtiment. Ça, c'est un petit peu technologique. Et donc voilà, cette technologie-là, ou par exemple dans les voitures électriques, les petites voitures électriques, ça peut faire baisser les émissions. Est-ce que c'est de la technologie? Oui. Est-ce que ça va nous sauver? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. D'accord. Je ne sais pas si c'est ce genre de technologie auquel les gens pensent quand ils… Alors, après, il y en a d'autres. C'est le mythe technologique qui va pouvoir nous sauver. Alors, ensuite, il y a la capture et la séquestration du carbone. Ça, c'est une technologie. Et après, il y a tout ce qui est est-ce qu'on va mettre des aérosols dans l'air? Est-ce qu'on va changer le climat? Et donc, ça, c'est des… Donc, déjà, on va faire la capture et la séquestration. Il y a le CCS, mais il n'y a pas la géo-ingénierie quand même. Non, dans ce qu'on entend par technologie. Ouais, il y a le CCS, déjà on va parler de CCS. Là, je recale juste, c'est les technologies qui sont un argument pour que les gens se disent qu'ils n'ont pas besoin de bouger eux-mêmes parce que la technologie nous sauvera. Ouais. Ah oui, d'accord, j'ai pas compris que l'argument à l'inaction individuelle, c'est dans ce sens-là. C'est ça. Donc, ce qui est capture et séquestration du carbone, c'est donc augmenter un phénomène qui a déjà lieu. Parce que les océans, ça stocke du carbone, les sols et les forêts, ça stocke du carbone. Sols et forêts, c'est à peu près pareil en stockage que tous les océans. 50-50 à peu près, de tout ce qui est stocké. Et donc, on pourrait se dire, tiens, on va absorber du CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'air et on va le stocker. A priori, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce qui est encore plus intelligent, c'est de le faire là où il y a du CO2. Donc, c'est en sortie d'usine, en sortie de centrales fossiles. Là, ça marche beaucoup mieux. Mais même avec ça, si on regarde les ordres de grandeur, on en est très, très, très loin. On n'en est qu'à 1/1000 de ce qu'il faudrait. Et en plus, ça pose d'autres problèmes qui sont que, donc déjà, les ordres de grandeur ne sont pas respectés. Et même si on se dit, à un moment, ça va peut-être être respecté, ce qui n'est absolument pas le cas, il y a plein d'autres choses
à faire pour réduire, qui sont bien plus efficaces que juste d'enlever. Et en fait, ce ne serait pas enlevé dans l'air parce que là, le CO2 n'est pas dense. Et là où il y a du CO2 en grosse densité, c'est en sortie. Je voudrais juste donner un petit peu pour une fois, d'espoir, dans le sens où, dans les rapports du GIEC, ils disent que c'est moitié sol et forêt, parce qu'en fait, on a déjà largement, et que ça part de 1850, et comme on a déjà largement détruit les puits de carbone, puisqu'on a rasé 70% de la forêt et labouré depuis grosso modo 12 000 ans, on a tellement fait diminuer en fait, le taux de matière organique des sols qu'on a énormément fait diminuer la capturation naturelle du carbone dans les sols. Et ça, le référentiel est biaisé, tu veux dire? Exactement. Et ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a ce projet 4 pour 1000. En fait, on pourrait restaurer de façon phénoménale la capturation du carbone dans les sols parce qu'on ne pourra pas tout reforester parce qu'il va quand même falloir se nourrir. Mais on pourrait avoir une agriculture non seulement avec des bien meilleurs rendements et surtout, très important, sans pesticides. Parce que là, on parle que des émissions, mais en fait, la 6e extinction de masse, elle est extrêmement majoritairement liée aux pesticides, hein, puisque l'artificialisation, c'est que 8%. Ce qui est en train de tout tuer, c'est les pesticides. Donc il faut impérativement arrêter, et puis une bonne partie des cancers. Et d'ailleurs, en ça, les médecins ont un rôle important à jouer. Je ne sais pas si on va en parler plus tard. Mais voilà, et donc voilà, il faut se dire que finalement, ces puits de carbone, malgré ce qui est dit dans le rapport, on les a tellement détruits depuis super longtemps. Le maximum de déforestation en France, c'était le XIe siècle. Donc en fait, ces référentiels qu'on prend, ils sont déjà très dégradés. Et on pourrait vraiment les aggrader énormément si on fait une agriculture manuelle, sans produits. Il y aura des bien meilleurs rendements si on restaure les écosystèmes. Et donc, en plus, ça capturera plus de carbone dans les sols et on pourrait reforester, quoi. Je trouve que ça fait une bonne transition sur le couplage justement entre les différents aspects, parce qu'il ne faut pas se focaliser que sur le carbone, et notamment avec ces solutions purement technologiques, on oublie que même si on arrive à capter tout le carbone excédentaire qui nous embête, ça ne règle pas la totalité du problème, parce qu'on a quand même la biodiversité qui s'effondre, nos sols qui sont en train de mourir, etc. Donc, le plastique dans les océans. Le cycle de l'eau, l'épuisement des océans. Donc là, en recentrant le débat sur la captation de carbone par l'intermédiaire du vivant et de l'écosystème, on répond plus globalement à la problématique. C'est très difficile de parler de tous ces sujets en 2 heures et je trouve que la question de la technologie, elle représente assez bien la pauvreté des débats actuels et donc notre difficulté à nous d'arriver à aborder cette complexité. Moi franchement, j'aimerais que les gens ressortent de ces 2 heures avec beaucoup plus de questions que ce qu'ils avaient au début en nous écoutant, parce qu'en général, quand on parle de technologie, on fait un lien assez rapide entre du coup notre vitesse de croisière de surconsommation et notre possibilité de juste remplacer certaines de nos habitudes par des choses un peu plus vertueuses. Typiquement, en général, revient très rapidement la conversation autour du véhicule électrique. Et donc, on pourrait continuer à rouler autant qu'on veut, où on veut, à être 1,2 couillons par véhicule pour aller au travail, aller-retour tous les jours, parce qu'on aurait très bien des véhicules zéro carbone, des véhicules neutres, des véhicules. Alors qu'en fait, quand on regarde très rapidement, c'est ce qu'on entend. Certaines personnes disent ça. Oui, mais c'est dans les débats classiques. Malheureusement, on s'arrête là à peu près. Alors qu'en fait, tout l'intérêt de ce sujet, c'est prendre la réalité rien que la posture individuelle fait qu'on continuerait du coup à avoir autant de véhicules qui passent 90% inutilisés, qui en plus s'ils étaient électriques émettent 2 fois plus de CO2 rien qu'à la production, avec en plus les enjeux de retraitement, des déchets, des extractions, et de l'énergie qu'il faudrait avoir pour charger toutes les batteries qui seraient branchées le soir, etc. etc. En fait, ce qui est sous-jacent, et je voudrais juste commencer à toucher du doigt ce sujet qui est pour moi essentiel, c'est la notion d'hubris. Et donc du coup, la notion d'hubris, ça veut dire quelle est la place de cette volonté de domination, d'accumulation, de pouvoir démesuré, on laisse dans nos sociétés ou pas. Si cette technologie, elle est utilisée justement pour faire décoller des phallus géants dans l'espace et faire en sorte que, comme des couillons, on puisse encore une fois jouer à la PlayStation sur des écrans 28 pouces qui seront dans nos voitures de 2,5 tonnes, alors on a perdu. Game over. Las Vegas sur la planète, on va tous crever. Par contre, si cette technologie, elle est mise au service de quelque chose qui dépasse cette hubris, alors on parle de low-tech, d'une technologie qui rendrait les gens autonomes, qui permettrait d'avoir une frugalité, qui créerait des vides qu'on pourrait à nouveau remplir dans nos vies par tout ce qui nous intéresse. Et en fait,
En vrai, moi, j'aimerais parler que de ça, de tout ce qu'on peut faire pour remplir nos vies autrement que par une quête de la suraccumulation d'objets, de domination, de pourvoir, etc., et qui, en fait, nous rend malheureux. Moi, juste pour résumer, je voudrais dire qu'en fait, on peut effectivement exterminer toute la nature et tout le vivant de façon décarbonée et que donc décarboner, ça suffit pas du tout, quoi. Pour moi, décarboner, ce sujet de la décarbonation, bon, aujourd'hui, malheureusement, ça s'apparente extrêmement souvent à du greenwashing, effectivement. C'est une bonne porte d'entrée, mais on va dire c'est pour moi le tout début du commencement du chemin, quoi, effectivement. C'est une mise en mouvement, très bien. Voilà. Mais il faut vraiment pas s'arrêter là, quoi. En fait, derrière, il faut falloir donner beaucoup plus de profondeur. Et aussi, je sais pas si on va en parler, mais à un moment, on a parlé des métiers vertueux. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a comme métier vertueux, justement, parce que ça devient très compliqué à trouver, puisqu'on bascule énormément dans le greenwashing côté décarbonation. Alors, j'ai des idées, hein, mais je pense que ça pourrait être... Voilà, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, parce que... Je voulais juste dire un truc sur la technologie, parce que je trouve que ça aborde un sujet qui est quand même super important aussi, qui est la question de la radicalité, en fait. Tout le débat qu'on entend en public entre est-ce qu'il faut effectivement passer à la voiture électrique, etc. ou pas, en fait, ça pose la question de la radicalité. Qu'est-ce que c'est que la radicalité? À pas confondre avec le radicalisme, c'est pas la même chose. La radicalité, c'est le fait d'aller à la racine du problème, à la racine des problèmes. Et donc en fait, quand on se pose la question de la voiture électrique, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il ne faut pas uniquement regarder, c'est exactement ce que tu disais, ce que vous disiez. Pas uniquement regarder l'impact écologique de la voiture électrique, il faut regarder effectivement les conditions sociales dans lesquelles travaillent les personnes qui fabriquent les composants, d'où viennent les composants, quel va être l'impact sociétal du fait de produire des voitures, est-ce que ça va pousser les gens à consommer toujours plus, à se déplacer toujours plus loin, toujours plus vite. C'est ça la radicalité, je pense. Et du coup, le débat technologique pose vraiment cette question-là et je trouve que c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes se tourner, notamment, tu l'as cité, vers les low-tech. Les low-tech, qu'est-ce que c'est? C'est des solutions technologiques, mais de base technologie justement, qui existent en fait depuis des dizaines, des centaines d'années, voire des millénaires. Le vélo, c'est le meilleur moyen de transport low-tech. Je pense quand même, et ça c'est vraiment un avis très personnel. Les chaussures aussi. Je pense que les chaussures, il y a plein de choses. Il y a plein de solutions qu'on connaît déjà, quoi. Et d'ailleurs, si vous aimez ça, moi je vous pousse à aller voir le Low Tech Lab, qui est une super asso, il y a une ressource de dingue sur... Mais surtout, on a le Indiana Jones français des Exactement. Low-Tech, Corentin de Chapelle-Caron, Chapelle-Caron, qui a fait des super séries Exactement. qui s'appellent Nomades des mers, consultables librement sur Arte, effectivement. Ouais. Et le mec, c'est encore mieux qu'Indiana Jones. C'est topissime. Ouais. Et alors, d'un point de vue technologie, je trouve que vraiment, moi je pense qu'on peut trouver des solutions dans la technologie. Le biais, et je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça, c'est regarder quel va être l'impact. Mais du coup, il faut connaître la solution dans sa globalité. Et ça demande du temps. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la recherche, en gros. Et la recherche, on peut pas accélérer les choses. Il faut 5, 6, 7 ans. Je vais donner un exemple tout bête. Moi, j'ai travaillé pendant 6 mois dans un laboratoire de recherche fondamentale. On étudiait la production d'hydrogène à partir de microalgues. Sur le papier, c'est très beau, hein. On a étudié le truc, il se trouve qu'en fait on s'est rendu compte que d'un point de vue rendement, c'était vraiment pourri, d'une part, et d'autre part, au meilleur du rendement, en fait complètement par hasard, on s'est rendu compte que avec un éclairage particulier qui faisait que la microalgue produisait beaucoup d'hydrogène, on s'est rendu compte qu'elle produisait aussi énormément de protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, qu'est-ce que c'est? Le N2O, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. On ne va pas détailler là ici, mais en gros, on est tombé dessus complètement par hasard. Donc sous cette solution qui paraît miraculeuse, on va utiliser des algues pour capter du CO2 et en faire de l'hydrogène, en fait on se rend compte que derrière il y a un retour de flambeau qui est vraiment très négatif, quoi. Donc je pense que ça demande la technologie d'étudier en profondeur. Et par contre, s'il y a des solutions technologiques, aujourd'hui moi je m'intéresse énormément, pour citer des exemples précis, je m'intéresse à la vélomobile. La vélomobile, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en gros un vélo couché où tu as une carcasse en carbone hyper légère. Et t'atteins, avec juste les muscles, t'atteins facilement 50 km/h sur les routes. C'est grand comme ça pèse rien, ça pèse 20 kg. Et je pense, et c'est pour moi une avancée technologique pour le coup, parce qu'on va réfléchir à des coques toujours plus performantes, etc., pour avoir de l'aérodynamisme et se déplacer facilement, notamment dans les campagnes, pour remplacer la voiture et ne pas utiliser une voiture de 2,5 tonnes pour faire un trajet de 20 bornes, quoi. Tu vas mal à les faire pédaler, mais... Donc en fait, un SUV de chez Tesla, c'est pas une bonne solution? Non, malheureusement. Le problème de la voiture, c'est le poids de la voiture. Je repose une question comme ça, Raphaël, tout ça. Moi, j'ai une voiture électrique, mais je sors jamais de ma forêt pratiquement. Bon, voilà, maintenant, je suis enseignante à mi-temps, mais malgré tout, ça reste... tu vois, je fais que 2 trajets dans la semaine parce que je dors sur le lieu de mon travail. Mais t'as quand même le soir. problème des ressources. Tu as quand même ton véhicule qui va être produit. Tout à fait. Et je voulais dire aussi, c'est que ça morcelle le territoire. On n'en parle jamais, la biodiversité, tout ça, mais même le train. Le train morcelle gravement le territoire, a empêché le retour du lynx en France, qu'on a dû réintroduire du coup manuellement, quoi, voilà. Mais donc oui, il n'y a rien qui n'a pas d'impact. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de tout diviser par 10, quoi. J'ai divisé par 10 mes trajets, tout ce que je lave, je mange beaucoup moins. Enfin, c'est vraiment tout y est passé, quoi.
Mais pas pour moins de confort, ça faut en parler aussi. Non, mais franchement, pas du tout. J'ai une vie bien meilleure qu'avant. On pourra évoquer toute la question de justement de notre relation au confort et tout ça, mais ce qui ressort un peu là dans cette intervention suite à ta question sur la technologie, je crois que c'est en plus de cette démarche de prise de conscience des chiffres, de calcul de notre empreinte, il y a au-delà de l'action énormément de remise en question et une nécessité de continuer à maintenir son esprit critique en état d'alerte maximale, mais en fait aujourd'hui, demain, dans 10 ans et dans 50 ans, parce que c'est un sujet tellement complexe où tout est tellement en mouvement que les gens qui arrivent en disant c'est simple, vous inquiétez pas, en général tu pars en courant. Et donc du coup ça veut dire qu'il faut se l'approprier, il faut le comprendre avec tout ce qu'on a en plus de différences culturelles, professionnelles, géographiques. Et donc là, on touche du doigt quelques petites questions, tensions sur ces sujets qui mériteraient en fait des heures et des heures. Et donc, à l'adresse des personnes qui nous écoutent, il y a vraiment cette nécessité peut-être de marcher sur deux jambes, c'est-à-dire vraiment une jambe qui nous met en mouvement, mais une autre qui nous rattrape et qui nous alimente et qui nous questionne parce que c'est un apprentissage permanent. Et ça fait partie des choses qui sont là, en l'occurrence, au-delà du confort, passionnantes, qui nous font nous ressentir profondément vivants. Et pour rebondir sur la notion d'hubris que tu as abordée tout à l'heure, je pense on parle toujours d'actions qu'on peut entreprendre pour faire cette transition, mais il y a toute une part justement de cette transition qui passe par presque plus de non-action que d'action. Tout à fait, le non-agir, ça vient d'Asie et je me disais la dernière fois qu'en français, on dit pratiquer le non-agir, ce qui en fait est un contresens total. En Asie, comme il y a des concepts, ils disent non-agir, quoi. Ça vient de Chine, ça notamment. Mais oui, bien sûr, ça c'est sûr que si les gens passaient plus de temps à lire et à se détendre, ça irait beaucoup mieux. Il y a plein de chiffres là-dessus. Des experts britanniques qui disent qu'il faudrait qu'on travaille, si on continuait à faire le même niveau de dégradation de notre environnement à travers nos activités professionnelles, qu'on travaille une dizaine d'heures, douzaine d'heures par semaine. Donc voilà. Donc en fait, la réduction de notre temps de travail, c'est une magnifique non-action. Et quel travail aussi. Quel travail, parce que c'est ça aussi, c'est le travail d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le travail, bien sûr. Voilà. On peut rebondir sur la question du travail et comment repenser son travail et notamment accompagner. Bon, là, on va se destiner donc à un public d'étudiants donc qui vont eux pouvoir réfléchir à leur transition peut-être à la suite de ce module un peu au début de leur cursus ou en cours de leur cursus, mais comment accompagner quelqu'un qui veut faire cette transition et qui veut repenser sa relation au travail et comment être accompagné dans ce changement, quoi. Bon, il y a plein de choses, franchement, il y a plein de choses. Déjà, rentrer dans une démarche de questionnement vis-à-vis de son travail, c'est déjà la première étape. Et très peu de personnes rentrent dans cette phase de questionnement en étant vraiment très ouverts, en disant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que je peux faire pour être aligné avec moi-même, avec mes compétences, parce que c'est ça en fait, c'est comment est-ce que je mets mes compétences au service de quelque chose qui me dépasse. Je pense que là, il y a quelque chose, on a parlé de responsabilité un petit peu au début, et là, du coup, si ça s'adresse à des étudiants français qui étudient en plus quand même des matières prestigieuses, il y a cette notion vraiment, je pense, de responsabilité, de se dire, ok, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, je sors, j'aurai un diplôme, et je peux vraiment, en fait, moi, en tant que Français, me mettre au service du bien commun, d'une certaine manière. Et je pense que cette responsabilité-là, il faut vraiment se la poser au quotidien en disant, mais comment est-ce que je peux au mieux exercer des activités qui vont contribuer à quelque chose au bien commun, justement. Pour commencer les choix, enfin, tu disais, il n'y a pas de travail vertueux, moi je suis convaincu qu'il y a plein de travaux vertueux. Si, j'ai quand même une petite liste. Okay. Mais vas-y, Non, mais alors pour commencer à s'aiguiller, moi je pense à un petit livre, c'est un petit manifeste qui a été écrit par Ticket for Change, qui est une association, qui s'appelle « Tu fais quoi dans la vie ?» Ça, j'aime bien, rien que le titre est cool. C'est très très court, ça se lit super vite, pour justement découvrir, pour se poser les bonnes questions de mon orientation. Après, je pense que la question qu'il faut se poser du coup quand on a un travail, c'est encore une fois cette question de la radicalité, à quoi est-ce que je vais contribuer ? Par mon activité quotidienne, à quoi est-ce que je vais contribuer, mais en allant vraiment en profondeur dans la chose. Ok, je manage des gens, c'est très bien, mais en appuyant sur ce bouton, quel va être l'impact à l'autre bout de la planète de cette action-là maintenant ? Ok, je me déplace à mon travail, quel va être l'impact sur la biodiversité, sur les ressources ? Alors bien sûr, tu le disais Julien, on n'est pas du tout des experts, aucun de nous n'est un expert, et il faut toujours se questionner, ça demande constamment de se questionner. Le principal, c'est d'être aligné avec ses propres convictions. Et moi, un conseil que je donne, c'est essayer de mettre de côté au maximum toutes les injonctions sociales, les injonctions de la réussite, les injonctions du statut social, les injonctions financières, en disant ok, finalement ça c'est quelque chose à part, on s'en fout, la réussite c'est pas ça, la réussite c'est de pouvoir contribuer au bien commun aujourd'hui. Comment est-ce que je peux contribuer à cette réussite, quoi ? Et du coup me sentir bien avec moi-même. Alors, moi, donc, pour les étudiants en médecine,
Alors moi, je vous encouragerais peut-être à ne pas aller dans ce qui peut apparaître comme superflu. Désolée pour ce que je vais viser là. Mais j'en sais rien. Par exemple, la chirurgie esthétique, je ne sais pas si aujourd'hui c'est fondamental avec tout ce qui va arriver. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres champs de la médecine qui sont pas, je ne sais pas d'ailleurs si on parle de médecine fondamentale, mais voilà, qui m'apparaissent pas forcément fondamentales. Moi, je trouve ça génial. Le médecin, ça fait partie de la shortlist que je considère comme hyper utile et voilà, enfin, fondamentale à notre civilisation. Et surtout, vous faites de la bio. Et en fait, aujourd'hui, plus personne ne fait de bio. Les gens, ils connaissent pas. Vous avez découvert le NH4, etc. Mais en fait, tous les gens qui font de la bio, normalement, connaissent un peu ces mécanismes. Et en fait, plus personne fait de bio, de microbiologie. On a besoin de chercheurs en botanique. Mais s'il y avait autant de chercheurs qui travaillaient à comprendre la botanique et le vivant végétal que de gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle ou chez les GAFAM, mais ça irait beaucoup mieux. Aujourd'hui, on saurait peut-être quelles essences planter. On saurait peut-être ce qui va vaguement résister. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est le trou noir, que tout le monde s'en fout. On a beaucoup de mal à faire les calculs justement liés au carbone sur le monde du vivant parce qu'en fait chaque arbre est unique, chaque jour il va émettre et respirer successivement de l'oxygène et du CO2 et que c'est hyper compliqué, que ça dépend de centaines de facteurs, de la nature du sol, de l'hygrométrie, de plein de facteurs et en fait on a besoin de chercheurs dans le vivant. Et vous faites de la bio, si vous vous sentez motivé finalement pour pas être praticien, allez-y quoi, parce qu'on en a incroyablement besoin aujourd'hui. Alors, moi, je suis d'accord qu'on a besoin de ce métier-là. Il y a aussi, en fait, quelque chose qui est assez fou, c'est que depuis quelques années, on a cette quête de sens pour certaines personnes. Attention à l'effet bulle. Ouais, c'est clair. Attention. On en reparlera. Pour une petite partie de la société, cette quête de sens. Mais il y a des métiers comme les médecins, par exemple, la médecine. Ça, de toute façon, ça avait un énorme sens bien avant ces 5-6 dernières années où il y a des gens qui sont partis en rupture, etc. Donc, moi, je n'ai absolument aucune expertise en médecine, mais le seul truc que je sais, c'est que les médecins, on en a besoin aussi pour l'adaptation, pour la résilience. C'est-à-dire que là, on a parlé de comment transformer, par exemple, comment réduire les émissions, etc. Mais il y a aussi un autre pan du problème qui est comment s'adapter aux changements qui sont déjà là. Et qui vont de plus en plus être là dans les prochaines années. Et là, on a besoin de s'adapter, d'être résilient. Et il y a un truc hyper fondamental, c'est de réformer les systèmes de santé. Et donc ça, il en faut de plus en plus des médecins. Et donc même si ce n'est pas un métier qui réduit forcément les émissions ou qui agit sur d'autres limites planétaires, eh ben, ça aide énormément à l'adaptation. Métier du social en fait. Oui, c'est complètement vertueux, il y a plein de métiers, exactement. Ouais. Faire de la prévention, par exemple, c'est ça que tu voulais dire? D'avoir une médecine plus préventive et plus globale ou... Il y a déjà d'autres parties du module qui vont s'intéresser à cette partie-là précisément de la médecine intégrative, la médecine préventive, justement pour réformer le système médical dans une optique de transition globale. Prendre soin du vivant, avec un grand V, que ce soit des hommes, du vivant, etc., c'est vertueux en fait. Si on mettre de l'énergie nature, pour ça, c'est vertueux. On sera en bonne santé, c'est totalement logique, on est un produit de notre environnement. Donc, C'est les principes de One Health, les principes de santé planétaire, santé intégrative. Ouais. Je vais peut-être tenter une question un peu provocante, après tout ce qu'on a dit, mais comment répondre, on a déjà donné quelques éléments de réponse, mais comment répondre à l'idée que, est-ce que c'est vraiment utile de faire les efforts individuels? Donc on reprend un peu le côté effort individuel versus collectif, à ceux qui sont découragés, qui sont défaitistes par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir eux personnellement par rapport à l'ampleur des problématiques. On a ce chiffre qui a pas mal tourné là, des 100 entreprises mondiales les plus polluantes qui sont responsables de 70% des émissions mondiales. On parle toujours de CO2 et en fait elles ont un impact aussi absolument délétère sur effectivement les écosystèmes, etc. Les habitats. Hein? Je crois que c'est 25 multinationales. Ah ouais. C'est les 25 plus grandes multinationales, du coup avec leurs filiales. Oui, donc il y a des gens qui Attention aussi à comment a a été trouvé ce chiffre. Tu me laisses pas terminer ma phrase, donc du coup effectivement je peux aller dans n'importe quel sens, on est d'accord.
On l'a beaucoup dit pour justement s'en servir comme un prétexte à l'inaction, en disant c'est collectif, ça nous dépasse, c'est le grand méchant docteur d'enfer avec son petit doigt qui rigole comme ça dans sa tour d'acier et qui appuie sur le bouton niquer la planète. On a le droit on dit niquer la planète, on peut dire. Donc niquer la planète, ça y est, c'est trop tard, c'est fait. 3 fois, il a dit 3 fois. 3 fois, mais parce qu'il dit tout 3 fois. Ah ouais, c'est comme Beetlejuice. Il Ouais. répète. C'est les méchants, ils sont comme ça en général. Regardez des films un peu, ça vous fera du bien. Je perds mon fil en disant des bêtises. On Et donc, du a coup- un prétexte à l'inaction, c'est Et donc, 25 grandes effectivement, où entreprises. on Je suis tout à se fait déresponsabilise. Et, Exactement. Pour mettre un mot dessus, c'est ce qu'on appelle en ce moment un peu l'aquabonisme. Genre, à quoi bon faire Par des exemple. efforts alors Ah, que. je ne le connaissais pas. Oui, Ah, il est assez absolument. horrible, ce mot, mais- Absolument. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte que c'est systémique, on se rend compte qu'il y en a qui ont des leviers plus importants, plus impactants, parce qu'ils contrôlent avec une signature des milliards d'investissements, parce qu'ils continuent à alimenter des systèmes qui fait qu'actuellement, à l'heure de toutes les récessions, de tous les serrages de ceinture, on continue à verser des dividendes folles pour continuer à faire en sorte que les gens mettent du pétrole dans leur bagnole. Et donc ça peut être très vite politique toutes ces histoires, mais surtout encore une fois très avec. Mais en fait moi, dans mon petit quotidien, je me brosse les dents, je prends mon métro, je vais au boulot ou je continue mes études. Mais qu'est-ce que je pèse par rapport à ça? Effectivement, ça fait peur. Quand on se rend compte de ça, on se rend compte que dans ces calculs des 70%, il y a l'utilisation finale. Et donc là, on reprend la phrase de Coluche qui est hyper classique. Il suffirait qu'on les achète pas pour que il suffirait qu'on les vende pas, qu'on les achète pas pour pas que ça se produise ou un truc comme ça, pour pas que ça se vende. Voilà. Et donc du coup, en fait, on se rend compte que nous, avec notre carte bleue, qu'on le veuille ou non, on valide un système qu'on nous impose parce qu'on continue à nous créer des besoins en nous faisant croire que le SUV c'est le meilleur truc qui va nous rendre heureux et qu'il faut continuer à travailler plus pour gagner plus, pour dépenser plus, pour être encore plus heureux, alors qu'au fait, au fond de nous, on continue à essayer de remplir ce trou béant qu'on a tous et toutes, chacun en nous, avec des trucs qui vont en fait prendre la poussière dans notre étagère, dans notre garage et qui ne nous rendent pas heureux. Parce qu'on voit que les gens ils font des crises de la cinquantaine, qui sont devenues des crises de la quarantaine, qui sont devenues des crises de la trentaine, qui sont aujourd'hui maintenant des crises de la vingtaine. C'est fou. Et moi, de plus en plus, dans les ateliers que j'anime notamment, j'ai des parents qui viennent me dire, en fait, moi, ma fille, elle a 8 ans, elle se sent pas bien et elle est devenue végane et c'est la catastrophe et je sais pas comment lui répondre. Et on sent à quel point il y a ce phénomène qui est en train de s'imposer à l'humanité dans son entièreté avec l'éco-anxiété, la solastalgie dont on parle de plus en plus. Et donc là, j'aurais tendance à dire, reprenons le fil qui est à notre disposition d'un égoïsme qui est en fait plutôt bien pensé et plutôt bienvenu, de se dire, si on a le contrôle sur une chose dans nos vies respectives, la seule chose, c'est nous-mêmes. On n'a pas de contrôle sur les autres, qu'on le veuille ou non. On n'a aucun contrôle. Le seul contrôle qu'on a, quand on arrive à le saisir, c'est sur nous-mêmes. Et donc, quel meilleur cadeau que de faire au vivant, que de respecter ce miracle extraordinaire qu'est le vivant, en ayant une vie digne, en ayant une vie joyeuse, en ayant cette vie qui soit justement vivante et en reprenant le contrôle. Du coup, ça veut dire que, et là c'est assez intransigeant, c'est assez radical, que plutôt que de continuer à être sur le sillon de la surconsommation pour continuer à essayer d'avoir des bonheurs qui nous sont imposés, en fait, on change de route, on laisse la Ferrari, on quitte l'autoroute et après, on se rend compte qu'on peut avoir les sillons qu'on veut, remplir notre vie comme on le veut, avec des choses qui, en général, et je termine avec ça, quand on sera sur notre lit de mort, si on se posait la question des 5-10 choses qui nous rendent vraiment ou qui nous ont rendu le plus heureux, c'est pas toutes les séries qu'on a binge-watchées sur Netflix, c'est pas toutes les soldes qu'on a fait dans n'importe quel centre commercial où il y avait Christophe Maé à fond les ballons, etc., etc. Non, c'est le moment où on était à lire au coin du feu, à marcher en forêt avec sa famille, à faire des jeux de société avec ses potes. En fait, c'est ces moments-là, c'est ces moments de partage, c'est ces moments de communion. Et ça, en général, c'est décorrélé du fait de sortir sa carte bleue, assez décorrélé de toutes les émissions nocives qu'on pourrait perpétrer. Et donc, comment s'empêcher de vivre encore plus ça intensément? C'est gratos et ça fait du bien à tout le monde, quoi. Désolé pour cette réponse un peu longue. Non, c'était très bien. Moi, je voudrais dire, pour résumer, sauf si j'ai mal compris, mais que nous sommes le système. Il n'y a pas de force surnaturelle qui nous gouverne. Donc, c'est bien chacun d'entre nous. Le système collectif, il est fait de nos actions individuelles. Donc, toutes les actions comptent. Moi, je vois bien que ça fait boule de neige autour de moi. Que ça, moi, je réduis mon impact, mais surtout, j'inspire, j'aime pas trop ce terme qui est très à la mode, mais j'inspire plein de gens autour de moi, et je croise des gens là, à la gare de Lyon, de Lyon-Perrache, pardon, en arrivant, ah Hélène, machin, ah bah j'ai changé de vie en te suivant sur LinkedIn, etc. Enfin, tu vois, ça fait hyper plaisir, et je sais bien que ça marche, j'en ai plein au téléphone tout le temps, et je voulais dire autre chose, parce que moi, j'ai longtemps travaillé dans la finance, effectivement, acheter, c'est financer.
Et on ne finance pas avec l'épargne, on finance par la dette. Et pour pouvoir s'endetter pour financer, il faut montrer que la dette sera remboursée. Elle sera remboursée comment ? Par la consommation. Donc clairement, c'est l'épargne, je sais qu'on en parle beaucoup, mais en fait, c'est pas l'épargne qui finance, c'est bien vos achats qui financent. Donc clairement, si vous arrêtez d'acheter, vous arrêtez de financer, c'est automatique, quoi. Il y a un autre levier dont on ne parle pas beaucoup, c'est les emplois en fait. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire oui, mais de toute façon, le problème est systémique. Il y a des fonds de pension américains, BlackRock, c'est 7 000 milliards de dollars. Donc, s'ils décident d'investir dans les énergies fossiles, ils le feront quoi qu'il arrive, même si toi, tu continues si toi, tu deviens vegan ou tu arrêtes de consommer du plastique, ça ne va rien changer. En fait, il y a un truc qui peut vraiment faire pencher la balance, c'est les emplois. C'est-à-dire que si demain, BlackRock, ils n'ont plus personne pour extraire du pétrole, ils ne pourront pas extraire du pétrole. Ouais. Donc, je pense que la première question à se poser aussi, si on peut, parce qu'encore une fois, il faut vraiment remettre ça au centre. Et on n'a pas tous le choix. La personne qui gagne un SMIC, qui a 4 enfants à charge, c'est pas à cette personne-là de se questionner sur son emploi. Enfin, souvent, d'ailleurs, si elle démissionne, elle aura peut-être du mal à retrouver un emploi, quoi. Par contre, les personnes qui ont le choix et qui sont en position de force, le marché de l'emploi aujourd'hui est tellement tendu, les recruteurs sont tellement en panique parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, on peut se permettre de se poser la question, quand on sort diplômé, de se poser la question de « OK, à quoi est-ce que je vais contribuer avec mon emploi ? Est-ce que je contribue encore à faire tourner ce système capitaliste extractiviste ou est-ce que je contribue à construire un avenir beaucoup plus viable et beaucoup plus vertueux ?» L'emploi, imaginez demain 30% des cadres dans le monde, au niveau monde, imaginez si 30% des cadres refusent de travailler pour un emploi qui contribue au désastre écologique ou qui fait creuser les inégalités. Imaginez l'impact qu'on a. Mais même 30%, tu retournes. 30%, tu retournes le marché. Mais d'ailleurs, on parlait de collectif tout à l'heure pour s'engager. On n'en a pas mentionné un qui est hyper important, c'est le manifeste pour un réveil écologique. Il y a eu plus de 30 000 étudiants qui ont dit qu'ils ne mettraient pas leur énergie professionnelle pour bosser dans des boîtes qui, elles, ont un impact nocif sur l'environnement. Et ça montre ça. Et ça montre aussi quelque chose qui reboucle avec ton intervention du début. Anatole, tu nous parlais de ce rapport Faire sa part, qui est en fait un monde qui est perçu dans un tableau Excel. Hyper intéressant. Les ingénieurs se font un gros kiff de regarder toutes les cases qu'ils peuvent remplir et c'est nécessaire. Et à la fois, ça ne dit pas toute la complexité de l'humanité parce qu'en fait, ce qui régit les rapports sociaux, c'est le mimétisme, c'est les effets de mode, c'est comment on regarde l'autre et comment on a envie d'appartenir à une communauté, ce qui n'est pas du tout abordé dans ce rapport et qui est pourtant essentiel. Moi, le jour où j'ai arrêté d'essayer de changer les gens autour de moi et je me suis mis à me bouger, à être pas exemplaire, mais vraiment ambitieux avec tout ce qu'il y avait de tracas, mais aussi de péripéties hyper enthousiasmantes, heureuses et qui m'ont fait en fait me sentir vraiment heureux, et bah forcément ça pose des questions. Parce que quand on voit un Français heureux, en général, on le regarde un peu bizarrement. Tu veux dire que les gens t'ont plus suivi quand tu mais leur as largement. pas dit. Je les ai jamais autant changés depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer. Parce que c'est sûr, les gens ils te regardent en se disant mais t'as fumé quoi en fait ? Et non, j'ai rien fumé, je suis juste heureux parce que je m'écoute, parce que chaque jour recommence en se disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui ? Et donc il y a une capacité d'être aujourd'hui des ambassadeurs qui, à mon avis, montre aussi le côté irrationnel qui est souvent très très frustrant de l'humanité parce qu'on attend de se brûler pour se rendre compte que c'est chaud, mais aussi qui, quand il y a les autres qui bougent, a un effet de percolation qui est beaucoup plus rapide. On n'a pas une progression linéaire. Je sais que toi, Aline, tu parles souvent de cette vision qui est malheureusement trop occidentalo-centrée, d'un progrès qui est de A à B et qui, en fait, nous donne l'impression que tout est très linéaire. Si on regarde la manière de percevoir le monde et notamment le temps des Asiatiques, c'est très circulaire, c'est très cyclique. Tout recommence en permanence. Tout à fait. Et ça peut aller beaucoup plus vite, en fait. Et ça va en général beaucoup plus vite. Je termine juste avec ça. Il y a ces citations qu'on voit passer de temps en temps sur nos posts Instagram et qui disent que les changements de société ne se font pas quand il y a 99,9% de la population qui se sont dit bah, « tiens, effectivement, je vais agir ». Non, ils sont avec une minorité. On les appelle parfois les créatifs culturels, on peut les appeler de différentes manières. Mais je pense qu'on peut aussi avoir confiance dans le fait qu'en étant vraiment ambitieux, en revoyant notre relation au travail, en étant conscient de ce pouvoir politique qu'on a dans plein de choses, en fait, on n'a pas besoin d'être tant que ça pour changer notre rapport au vivant et donner envie aux autres de s'y mettre. Attends, je voudrais juste dire un truc. Oui, c'était les neurones miroirs, comme vous êtes étudiant en médecine. C'est ça qui fait qu'on imite les autres. L'exemple, pour le dire de manière un peu vulgarisée, du coup. Voilà. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était. Les neurones miroirs, c'est vrai ? C'est hyper intéressant. Donc l'éco-anxiété, oui, un truc que je voulais dire qui est important sur l'éco-anxiété, c'est que dès lors qu'on se met en mouvement,
comme vous allez devenir donc des médecins à mi-temps et que vous allez passer l'autre moitié de vos journées à faire des potagers résilients et viser l'autonomie alimentaire, et ben vous verrez que pendant que vous serez en train de récolter vos carottes, vous n'êtes pas en train d'angoisser sur tel ou tel sujet parce que effectivement pour l'instant ça va pas dans le bon sens, qu'on sait qu'il y a des trucs énormes qui vont nous tomber dessus. Et en fait voilà, moi pendant que je suis en train de bricoler dans ma maison, de construire mon jardin, de penser à mon projet, ben, en fait je suis bien et j'avance. Et depuis que j'ai changé donc de vie et que je fais ça, mais je me sens infiniment mieux. En fait, ce qui est paralysant, c'est quand on sait qu'on est encore dans le système et qu'on a envie de faire autre chose. C'est un peu comme le moment juste avant d'entrer chez le dentiste, quoi. C'est un peu ce moment horrible où tu sais qu'il faut y passer. Et une fois que la dent est arrachée, ça va beaucoup mieux, quoi. Big up à tous les futurs dentistes. Voilà. Ouais, ça va pas, ils sont pas médecins. Mais... Tu m'as un peu spoilé ma question, du coup. Mais sur le côté éco-anxiété, pour finir un peu sur cet aspect-là, je pense qu'on a tous été plus ou moins déjà atteints d'éco-anxiété. Et c'était de savoir, du coup, voilà, quelle est la voie pour aller au-delà de cette éco-anxiété? Est-ce que l'action-engagement, c'est une des voies pour traiter cette éco-anxiété? Et est-ce que la question de la trajectoire, c'est-à-dire pouvoir visualiser un futur possible, n'est pas super essentielle? Et toi, par exemple, dans tes exemples de rupture que tu as pu documenter, comment est-ce qu'ils arrivent à se projeter éventuellement dans un futur souhaitable, même si c'est complexe, même si ça va être difficile, mais pas impossible pour autant? Ouais, je pense que le fait de, Julien pourra en parler aussi avec les utopies, mais le fait de se projeter dans un futur en disant ok, là on peut y arriver, dans un futur qu'on imagine, qui est souhaitable, qui est désirable, tout ce que vous voulez, même si on ne voit pas forcément toutes les difficultés qu'on va traverser pour y arriver, au moins se projeter vers là, je trouve que c'est extrêmement rassurant et ça montre que c'est possible aussi. Donc pour moi, l'éco-anxiété, il y a plein de paramètres et après, l'éco-anxiété, encore une fois, c'est très particulier parce que ça ne se soigne pas comme on peut soigner d'autres maladies avec un médicament, c'est un truc... c'est pas une maladie, quoi. C'est un sentiment, c'est un mal-être. Moi, je suis assez régulièrement éco-anxieux et je sais que c'est quelque chose qui va m'accompagner tout au long de ma vie parce que j'ai jamais appris à gérer mes émotions parce qu'en cours, j'apprenais du latin et on n'apprenait pas à gérer nos émotions. Petit big up aux enseignants qui nous écoutent et à quel point je pense qu'il faut transformer nos formations. Tu veux dire que ça te revient par phase? Ça revient par phase, il y a des moments, et même si je suis vraiment dans l'action, mais il y a des moments où je prends conscience, par exemple, je suis confronté à des personnes qui sont dans le déni, quand bien même j'essaye pas de les changer parce que ça me frustre plus qu'autre chose. Il y a des moments, puis après vu que je pense que ça va aussi avec les hormones, la sensibilité, plein de choses, ça s'explique pas forcément, mais je traverse ces phases d'éco-anxiété et je sais que j'en aurai d'autres, et du coup, moi ce qui me rassure, c'est ce que je vois, c'est vraiment le côté collectif qui fait du bien, de pouvoir en parler, de se retrouver avec des personnes qui vivent comme nous, qui vivent les mêmes choses que nous, à différents âges, parce que ça touche pas que les jeunes. Le côté collectif, le côté action bien sûr, donc se projeter vers des utopies. Et un troisième point, un troisième volet qui je pense est tellement important et ça fait le lien avec les utopies, c'est le côté art aussi, quoi. On a besoin d'art, on a besoin de rêver, on a besoin de se projeter dans des mondes, on a besoin de danser, d'avoir de la musique, de voir des films, d'écrire des poèmes, des trucs qui vont nous donner le smile, quoi. Et en plus, c'est des projets collectifs. Et je pense que l'art, c'est vraiment un enjeu énorme. Et je pense que tu peux aussi compléter le côté utopie. Moi, tes podcasts, vraiment, à chaque fois, me donnent le smile parce que tu projettes les gens vers un futur souhaitable. J'ai vu une conférence d'un conférencier qui s'appelle Yannick Roudot, qui fait une conférence qui s'appelle Bienvenue en 2040 ou Bienvenue en 2050. Et c'est exceptionnel parce que vraiment, il nous emmène. Alors, il parle comme s'il avait 40 ans en 2050 et en gros, il a 20 ans, enfin 40 ans en 2040, pardon, et puis 20 ans en 2020, donc comme s'il avait mon âge, grosso modo. Et il nous projette dans le monde qui sera le monde en 2040, quoi. Et c'est un monde complètement désirable. Et oui, on a traversé des difficultés. Et je trouve que ça fait du bien de se projeter dans des... où on se dit, ouais, c'est possible, quoi. On peut y arriver. Et je trouve que c'est assez rassurant. Et après, encore une fois, je pense que chacun gère les choses différemment. Oui, le jardin, c'est de l'art. Oui. Je sais que ça vous fait rire, mais non, mais franchement, moi je le vois comme, un truc merveilleux. Bah ouais, non mais oui. Mais moi j'aimerais bien entendre Julien sur les utopies. Enfin, sur ce que tu veux d'ailleurs, mais... Le côté éco-anxiété, moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. En fait, on est beaucoup confronté finalement, qu'on le veuille ou non, à notre finitude. Je pense que s'il y a quelque chose qui là, parle forcément aux médecins, c'est cette relation à la mort dans son ensemble. Et donc, cette éco-anxiété, parce qu'on voit la mort des forêts, parce qu'on voit la mort du vivant, parce qu'on se projette dans toutes les difficultés qui vont potentiellement susciter notre mort ou celle de notre proche. Ça nous tire vers le bas et je crois que le lien, il est assez évident. Donc, accueillir cet inconfort et le considérer et lui donner de la place et se laisser impacter par cet inconfort, ça me semble être essentiel. Le nombre de fois où j'ai entendu des médecins qui disent le jour où
je suis blindé et que la mort de quelqu'un ne me fait plus rien, il faut que j'arrête parce que là, il y a quelque chose qui ne marche plus. Ça me fait penser à ça. Je crois que la partie de l'humanité qui est complètement insensible à la mort du vivant qui est en train de se jouer absolument partout, à toutes les échelles, ça montre un danger. Et là est la vraie maladie. À mon avis, les éco-anxieux, on le dit souvent, ils ne sont pas malades, ils sont conscients, ils sont réveillés, ils sont lucides. Et donc je pense qu'il faut accueillir ça et il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas le combattre. Par contre, quand on l'accueille, effectivement, on le dépasse. Et on le dépasse par le collectif, on en a souvent parlé, on le dépasse par la mise en action, on le dépasse par la beauté qui est partout et notamment dans la nature. Il y a plein de gens qui disent que, en fait, non mais c'est vrai, l'art c'est le vivant, c'est 3,8 milliards d'années de développement, le vivant. Donc comment, tu vois, c'est extraordinaire. C'est bien l'intérêt du module et de la table ronde, c'est de comprendre que c'est normal d'être éco-anxieux, mais de ne pas se sentir seul face à l'éco-anxiété et avoir des perspectives pour s'en servir. C'est le pire truc qui peut nous arriver et vouloir le mettre de côté, ne pas oser en parler, c'est aussi, c'est vraiment, je pense, une catastrophe. Maintenant qu'on a dit ça, ça veut dire deux choses et donc je pense qu'il y a une première question, c'est d'une écologie aussi très intérieure. Il y a Satish Kumar qui est un peu le sorte de maître Yoda des écolos qui met souvent en avant cette nécessité d'une écologie intérieure qu'on peut appeler comme on veut, spiritualité, religion, mais qui en tout cas doit nous pousser, comme tu le disais Arthur, à beaucoup plus questionner ce qui se passe à l'intérieur de nous, l'accueillir, l'alimenter. Et donc l'intériorité, elle est essentielle, là où en France on est très très dans le cerveau, mais pas du tout dans le cœur. Donc il y a un vrai travail par rapport à ça. Et après, on l'alimente comme on veut, on le nourrit comme on veut. Moi, mon choix, ça a été effectivement de me dire que j'ai l'impression que je fonctionne beaucoup mieux quand je lutte pour quelque chose plutôt que je combats contre quelque chose. Ça dépend vraiment des énergies des uns des autres. Il y a des personnes qui ont besoin d'être contre et qui vraiment se dépassent grâce à ça. Moi, j'ai besoin de lutter pour. Et ça peut évoluer aussi. Et ça peut évoluer, bien sûr. C'est C'est alternatif parfois comme courant, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais quand même tendance à dire que si on veut massifier et surtout tenir sur le temps très long, parce qu'en fait, il faut qu'on soit capable d'avoir cette conversation dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, eh bien, il faut, à mon avis, alimenter d'une énergie qui nous permette de construire plutôt que d'être dans une opposition permanente, parce que cette opposition, ce fait de lutter contre, à force, il peut aussi faire en sorte que ses ennemis prennent encore plus de force, prennent encore plus d'ancrage, et ça peut être aussi un risque. Et donc c'est lutter pour, imaginer tout ce qu'on a gagné. Et pour ça, et je le dis très rapidement, il y a plein de gens aujourd'hui en France, et de plus en plus, c'est ça, je pense que c'est une vraie chance, qui travaillent à dire qu'est-ce qu'on a à gagner, plutôt que de parler de tout ce qu'on a à perdre, parce qu'il va falloir arrêter de manger de la viande, parce qu'il va moins falloir prendre la voiture, parce que c'est terminé l'avion. C'est quelles sont nos nouvelles abondances. Dominique Méda, qui est une sociologue qui parle beaucoup du travail, de l'économie, elle parle de toutes les nouvelles abondances. Il y en a plein. Quelles sont les nouvelles croissances? Comment on va pouvoir mettre à la poubelle le PIB pour mesurer toutes les futures croissances de la France? Et pour ça, il y a 2-3 recommandations que j'ai vraiment envie de faire. Tu as parlé de Yannick Roudot, il y a sa femme Sandrine qui travaille du coup avec Yannick sur une maison d'édition qui s'appelle la maison d'édition de la Mer Salée. Et eux, ils travaillent à mettre en place des fictions pour révéler au monde ce qui pourrait arriver. Plein sont vraiment, vraiment passionnantes. Il y en a 2, moi, qui me parlent. Celle de Sandrine qui s'appelle Les Déliés, et une autre qui s'appelle La face cachée du monde, si je ne dis pas de bêtises, 2 romans qui sont absolument extraordinaires. Il y a le travail aussi, notamment de Mathieu Baudin avec l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est absolument passionnant, on voyage comme ça en 2040. Et notamment, ça c'est gratos, c'est pour tout le monde, son podcast qui dit « Dites à l'avenir que nous arrivons ». Et à chaque fois, ils rencontrent des gens passionnants, ils voyagent dans ce qu'ils appellent des uchronies. Et en fait, une fois que tu as vu tout ça, une fois que tu as vu tout ce qui nous attend, comme un aventurier, comme quelqu'un qui déciderait de prendre son bateau et de commencer à préparer les bouts, etc., tu sais où tu vas. Si par contre tu regardes tout ce que tu as à fuir, mais en fait tu ne sais jamais où tu vas et donc tu seras beaucoup moins efficace et surtout beaucoup moins volontaire. Je suis très très bon en citation à peu près, je termine encore là-dessus. Il y a Jean-Michel à peu près qui chante les chansons à peu près, mais moi je suis les citations à peu près, Julien à peu près. Et donc c'est Saint-Exupéry qui dit si tu veux faire aller tes hommes vers une nouvelle destination, eh ben, plutôt que de leur dire c'est une catastrophe cette citation, c'est pas du tout ça, c'est vraiment pas ça. Et il dit donne-leur l'envie de la mer plutôt que de leur donner les outils pour construire le bateau. Et en fait, nous on a envie de ça, on a besoin de ça, on a besoin de cette envie des sociétés d'après, quoi. C'est clair, c'est beau.
c'est beaucoup plus beau dans les labos. La version Vraiment, originale. c'est bon. Garder la santé. Je pense qu'il faudra revenir sur l'aspect, de toute façon, parce que c'est complètement essentiel par rapport à la problématique. C'est la question du rapport au monde et presque des valeurs et de la philosophie pour appréhender cette transition de fond. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de la sensibilisation, parce que c'est aussi un des leviers d'action qu'on peut avoir individuellement. Et de la même manière qu'il faut comprendre notre impact pour arbitrer les priorités dans notre réduction environnementale, je pense qu'il est important d'arbitrer les profils à sensibiliser, parce qu'on est tous confrontés à des gens qui peuvent être complètement réfractaires à ce discours, même au sein de notre famille, au sein de nos proches, et donc savoir où mettre notre énergie de sensibilisation, auprès de qui il faut le faire, quand est-ce qu'il faut plutôt s'arrêter et même lâcher le débat quand il peut paraître stérile. Peut-être que toi, Anatole, vu que tu es dans la vulgarisation, tu peux commencer à répondre à ça. Parfois, je pense qu'il faut le lâcher plus vite que ce qu'on le fait. Et c'est-à-dire, quand il y a ce fameux oncle, eh ben, On a tous le même. je pense que tout le monde a cet oncle. Et qu'on commence à lutter contre lui. Et bien sûr, on va dire tout ce qu'on vient de dire autour de cette table, mais il va être contre. Ça ne va pas évoluer. Voilà. Et donc, ça va non seulement pas évoluer, mais ça va le renforcer dans ses idées, dans sa position, et ça va faire que le problème, en fait, il va être encore plus compliqué à gérer. Par contre, il y a des gens qui sont dans le doute, qui se disent « Tiens, là, je suis curieux, j'apprends des choses ». Là, ces personnes-là, elles vont aller beaucoup plus vite vers cette rupture, ces nouveaux questionnements, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance à cet oncle et à toutes ces personnes comme ça. Et on a envie de leur répondre. Mais c'est normal, on a vraiment envie, parce qu'on se dit, là, il est complètement dans le faux. Et que peut-être qu'on fait un peu du mal. Parce qu'il y a malheureusement, depuis des années, mais surtout depuis la crise de la Covid, une confiance en la science qui est complètement ébranlée. Et même si on arrive avec tous les arguments factuels, on ne pourra rien y faire pour certaines personnes. Et parfois, selon les sondages, c'est 20-25% des gens qui ne croient plus en la science, en les recherches scientifiques. Et les résultats surtout. Et donc, c'est malheureux, mais il faut déjà se concentrer sur tout le reste de la société qui soit est déjà dans l'action, soit est prêt à y aller. Et ensuite, j'espère que par biais de mimétisme, comme tu disais, le reste va suivre. J'y crois peu. Tant pis pour Pascal Pro, on J'y abandonne crois Pascal peu. Pro. Ah ouais, c'est alors, fini. oui. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, Elisabeth Lévy. Moi, je suis 100% d'accord. si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun Non, souci, non, je c'était- comprends très bien. c'est une Mais je n'ai pas trouvé la solution à Pascal Pro, je vais le dire comme Moi, ça. je peux vous donner des tips parce que moi, ça fait 6 ans que je me fais lourdement harceler sur LinkedIn parce que je suis une femme, que je fais jeune et qu'il y a écrit écologiste. Donc, tout de suite, je me fais harceler. Quand je tombe sur un climato-sceptique, parce qu'effectivement, le climat, c'est très difficile, comme on ne peut pas le toucher et que les gaz sont invisibles, je les rabats systématiquement sur la biodiversité, sur l'épuisement des océans, sur la 6e extinction de masse, l'effondrement des rendements agricoles, le fait qu'il reste moins d'1% de biomasse vertébrée sauvage, etc. Et eux-mêmes, ils savent bien qu'on a tout détruit, qu'il n'y a plus d'animaux. Enfin, ça devient difficile, en fait, de dire que non, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, je laisse complètement tomber le sujet climat systématiquement. Le coup du pare-brise, ça marche bien de dire, bah, tu Oui, te souviens, il y a les 15 mouchoirs. ans, Voilà, ton très pare-brise bien. était dégueulasse Ouais. quand tu allais voir ta mère. Et là, Mais après, maintenant, Et Mais est-ce il qu'ils y a un truc. comprennent l'utilité de... Oui, c'est une alors question deux trucs de la que je ne veux pas biodiversité, oublier je de suis pas dire, sûr. c'est Mais que peut-être. en fait moi je prends le parti de répondre à tout le monde. Parce qu'en fait, D'accord. ayant travaillé dans la finance notamment pendant quelques affaires, ou même Total, ou la nucléaire, très bon exemple, on a laissé dire tout et n'importe quoi. Ça fait 20 ans qu'on a laissé dire absolument tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça devient du coup très compliqué de revenir en arrière parce que je pense que c'est vraiment ancré aujourd'hui dans le cerveau des gens qu'on va tous mourir à cause du nucléaire, qu'il y a eu un soft power énorme, notamment des Américains sur la filière nucléaire. Bref, on a tout laissé dire comme sur la finance et aujourd'hui les gens pensent des choses mais qui sont entièrement fausses. Et donc c'est pour ça moi que j'essaye de répondre systématiquement parce qu'en fait je pense que dans la tête de beaucoup de personnes le dernier qui a parlé a raison. Alors c'est hyper dur, hein. C'est dur, ouais. Je prends très très Tout le cher. monde n'est pas capable. Enfin, moi, je suis assez Je prends admiratif très de très ça, cher, j'aimerais hein, c'est bien, horrible. mais- Parce que Il y a des moments vraiment je suis c'est démotivée. Pardon, mais et un autre truc que je voulais dire, c'est qu'on parlait de sensibilisation à des médecins, et donc je l'ai déjà dit peut-être tout à l'heure, mais je tiens à me répéter, c'est très très important.
Le médecin, c'est un notable. Moi, je suis dans une région très pauvre, dans la Nièvre, à Nevers. Vous vous rendez pas compte, enfin, je pense que beaucoup de gens ne se rendaient pas compte. Moi-même, avant d'y aller, je ne me rendais pas compte. Mais finalement, le médecin, c'est certainement la personne la plus éduquée et cultivée que voit une bonne partie de la population dans sa vie. Et donc, le médecin, pour eux, c'est le sachant et c'est le notable. Et moi, je suis assez étonnée parce que quand je fais des posts sur les pesticides, j'ai systématiquement des mères de famille qui m'appellent, qui habitent près de la vigne, parce que 30% des pesticides finissent sur 3% des sols, la vigne, et qui me disent, bah, moi, mon fils de 7 ans, mon fils de 9 ans, ma fille de 5 ans, elle a eu un lymphome. Voilà, bon, on arrive à les soigner, ces enfants, et certains m'ont dit, le médecin a tout de suite dit que c'était le cancer de l'agriculteur. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'entend pas les médecins, en fait? Ils sont où? C'est quand même pas normal. Aujourd'hui, l'intelligentsia, souvent, malheureusement, on n'entend plus. Alors le problème, c'est que ceux qui fabriquent les pesticides, c'est aussi souvent ceux qui fabriquent les médicaments. Mais il va falloir sortir du bois sur ce sujet. Il va falloir sensibiliser tout le monde. Et ce sera le seul moyen d'arrêter la sixième extinction. Parce qu'en Occident, on est parti dans une folie totale. On met 49 000 tonnes de pesticides. C'est mortel au nanogramme, notamment sur les abeilles. Vous savez qu'on partage, si vous faites de la bio, enfin voilà, on a les mêmes systèmes endocriniens. Enfin voilà, c'est des perturbateurs endocriniens. Enfin voilà, je compte sur les médecins, vous avez un rôle de lanceur d'alerte privilégié et vous êtes le notable pour une bonne partie de la population. Trop bien. Et je trouve ça ouf que tu arrives à répondre à tous les messages. Moi, j'arrive pas. Clairement, moi, quelqu'un qui... Parce qu'en fait, je sens parfois beaucoup de colère, des gens qui sont dans l'insulte, parce qu'en fait, on vient les toucher là où ça les dérange, quoi. Ils sont dans le déni, ils n'ont pas envie d'évoluer, et t'as beau leur dire oui, mais non, regarde, t'as je sais pas combien de pourcents, je crois que c'est 30% de la population des oiseaux qui s'est éteinte ces 20 dernières années en Europe. Ah ben non, oui, mais on va trouver une solution, il y a toujours des solutions, l'homme a toujours traversé des crises, enfin, il y a toujours réponse à tout en fait. Ils sont plus rationnels. Ils sont beaucoup plus rationnels. Et du coup, moi, je me rends compte que ça m'épuisait intellectuellement de déjà mettre tellement d'énergie à essayer de les convaincre. Et en fait, derrière, tu ressors et tu n'as rien à évoluer, quoi. Tu revois la personne une semaine après, souvent parce qu'il y a ce lien émotionnel et que, comme tu le disais, alors ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens avec qui sont beaucoup plus dans un. Oui, ils bien sûr. T'en fais forcément changer. Un message des années ou des mois plus tard, Ouais. en message privé là pour le coup. Les oraux, c'est en commentaire public et les gentils messages en message privé. Je me suis rendu compte que ça m'épuisait et que j'étais. En fait, ça me rendait mal, quoi. Ça me rendait malheureux. Aujourd'hui, je me rends. Mais après, je pense qu'on est tous très différents et moi, je prends beaucoup plus pour être, en tout cas, en accord avec moi-même et aligné. Je prends beaucoup plus. Je trouve mon énergie chez les personnes qui font déjà, même si elles sont à des degrés d'engagement différents de moi, mais qui ont cette volonté d'agir, avec qui je vais agir, je vais pouvoir construire quelque chose et après t'embarques tout le monde. Je vais prendre un exemple, mon père. Si vous regardez le documentaire, vous allez voir que mon père est pas forcément climato-sceptique. Aujourd'hui, il l'est plus trop, il l'était il y a 2-3 ans. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est assez ancré dans le technosolutionnisme, justement, l'homme va changer les choses, etc. Combien même je l'aime beaucoup. Et on a cette discussion dans le documentaire où il me dit « Oui, mais non, vous êtes catastrophiste, on va trouver une solution, on s'en est toujours sorti. » Et en fait, j'ai essayé toujours de le faire évoluer. Le film est sorti l'année dernière et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il a fait le plus évoluer, c'est pas du tout ce que j'ai pu dire, mais c'est le nombre de personnes qui ont regardé le film. C'est débile, hein. Il est venu me voir, il m'a dit, à la sortie du film, il m'a dit « Ah, c'est marrant, en fait, t'es pas tout seul, vous êtes 6. » Je dis ah, « On est quand même plus que 6 à se poser des questions et à vouloir agir pour le bien commun. » Et après, il y a eu des émissions radio, on est allé voir 25 000 étudiants depuis la sortie du film. Et vraiment, je vois que c'est quelque chose qui le travaille. Il me dit « Ah bon, 25 000 étudiants, ah bon, 30% des diplômés qui ont signé le manifeste, 30% des jeunes d'école d'ingé qui se reconvertissent, ah ouais, c'est énorme. » Donc, et je vois que ça le travaille, il se rend compte qu'il y a une espèce d'acceptation sociétale. Et comme tu le disais, en fait, il se dit « Ah mince, en fait, je suis à la marge là. » Et il m'a avoué des trucs, mon père, qui m'avait jamais dit. Il m'a dit « Mais tu sais, Arthur, j'ai fait 2 ans de chômage. » Il m'avait jamais dit, parce que pour lui, c'était un échec. Et le fait qu'au bout d'un moment, il a compris que ma vision de la réussite n'était pas la sienne, il a osé le dire, et donc, je donne un exemple comme ça va pas forcément parler, mais c'est incroyable de l'évolution sociétale, parce qu'il y a justement cette minorité-là qui commence à prendre de l'ampleur, on lui donne de la place, et vraiment, moi, je crois à ça, quoi. Et hop, ça fait bousculer les autres. Ce qui est compliqué pour les parents, et d'ailleurs, je voulais dire ça aux enfants, on a beaucoup d'enfants qui sont venus nous voir après rupture, en nous disant, enfin des enfants, je parle en mon nom, hein, des jeunes qui sont venus nous voir en disant « Mais oui, mes parents ne comprennent pas, comment est-ce que je peux faire pour les faire évoluer ?» Ou même des parents qui sont venus nous voir en disant « Mes enfants ne comprennent pas, parce que c'est pas que dans un sens, hein, comment je peux les faire évoluer ?» Un truc, nous on s'est rendu compte, c'est très compliqué de faire évoluer ses parents. C'est très compliqué de faire évoluer quelqu'un quand on a un lien émotionnel avec cette personne. Parce que l'émotionnel rentre en jeu. Donc c'est pas vous-même qui allez les faire évoluer, c'est vos copains, c'est vos amis, voilà. Et puis c'est leurs amis à eux. Et aussi, un autre truc aussi qu'il faut comprendre, et notamment pour vos parents peut-être, c'est qu'on n'a pas le même entourage. Nous, autour de nous, on a des jeunes qui sont engagés, qui veulent passer à l'action. Parfois, moi je prends l'exemple de mes parents, autour d'eux, c'est normal de prendre l'avion, partir un week-end à Barcelone, quoi. C'est normal. Et même, ils vont être fiers de ça. Donc il y a aussi
cette forme d'acceptation, je pense, et ce recul à prendre, qui n'est pas simple, hein, moi j'ai encore du mal, pour accepter le fait qu'on est à des degrés différents, quoi. Il y a plein de choses sur lesquelles je me permets de rebondir rapidement parce qu'il est trop tard pour continuer à avancer à tâtons et on a besoin d'être beaucoup plus stratège. Parce qu'en face, si on doit le dire comme ça, il y a des gens qui sont très stratèges et qui dépensent des millions et qui sont formés à continuer à faire en sorte qu'on reste avec le monde d'hier qui s'accroche malheureusement encore trop aujourd'hui et qui cultive ce doute. Et donc nous, on a besoin d'être au moins aussi stratège, au moins aussi presque retors et organisé. Et donc effectivement, si vous n'avez pas vu le film Goliath, je vous invite à voir le film Goliath parce qu'il y a tout un tas de personnes qui prennent la parole et qui sont payées pour disséminer du doute. Et donc le fait de prendre la parole, nous, et d'afficher des faits scientifiques, c'est hyper nécessaire. C'est hyper nécessaire. Et après, on a besoin de se former. Et là, dans tout ce que j'entends, je pense qu'on a notamment besoin de se former à la communication non violente parce que, en fait, si on veut réussir à changer de système, vivre dans un monde durable et solidaire, atteindre ce que j'appelle moi les 2030 glorieuses, on ne le fera pas chacun dans notre coin. On a besoin de le faire ensemble. Et donc, dans cette idée de comment on arrive à parler à quelqu'un qui est l'oncle homophobe, raciste, climato-sceptique et tout ça, il va falloir arrêter d'utiliser certains termes que j'ai encore entendus ici. Et même moi, pendant très longtemps, je les ai utilisés. Celui, par exemple, de convaincre. Parce qu'en France, on a la rhétorique un peu cavalière, voire guerrière, et donc on arrive dans un débat, et un débat réussi est un débat où il y a quelqu'un qui a gagné et quelqu'un qui a perdu. Sauf que dans convaincre, il y a vaincre. Et donc moi qui rentre dans le débat, j'ai pas du tout envie de perdre. Et donc je vais faire preuve de tout un tas de systèmes, de défense, de rhétorique, et regardez par exemple Clément Viktorovitch qui parle de rhétorique, c'est passionnant, pour voir jusqu'à quel point on a appris à être presque de mauvaise foi. Et donc, comment on fait ? Eh ben, il faut pratiquer, à mon avis, une sorte d'aïkido rhétorique, presque de faire preuve d'empathie, de bienveillance forcée. Je le dis souvent comme une présomption de bienveillance chez l'autre, parce que, en fait, à partir du moment où on sort du combat, alors on se rend compte qu'on peut construire quelque chose ensemble. C'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Et donc, un exemple concret, le nombre de fois, et on pourrait très bien reprendre l'exemple de mon père, où il est arrivé en me disant qu'effectivement l'écologie est totale et machin, où j'ai essayé d'avancer un élément après un autre élément et lui montrer les chiffres et de l'envoyer vers tel ou tel rapport, ça n'a jamais marché. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouvait dans ces clivages que vous avez très bien listés. Le jour où j'ai arrêté de faire ça et que je lui posais des questions, et que j'ai essayé de comprendre ses peines, ses douleurs, ses incompréhensions et d'essayer de me mettre à sa place, alors ça a tout changé. Ça a tout changé. Parce qu'en fait, du coup, on essaie de se mettre au même niveau. Et je le rassure de fait par les questions sur l'idée que moi, il y a plein de choses sur lesquelles je ne sais pas et lui, il y a plein de choses sur lesquelles il ne sait pas non plus. Et donc, jouer un peu sur cette alternance entre de temps en temps, je peux t'apporter, mais de temps en temps, je peux aussi t'apporter. Un autre exemple très vite, rapide, et j'arrête avec ça. C'est un pote un jour, ça se voit pas, je suis assis, mais je fais un gros 1m73 et donc je joue au basket. Et donc un de mes potes arrive, ça sort de nulle part, on est d'accord. Et un pote arrive en me disant « Ouais, c'est un truc de ouf, j'ai vu le documentaire sur Starbucks et les milliards de gobelets en plastique et les pailles dans les océans et tout. » Je lui dis « Ouais, c'est ouf, c'est ouf. » Il m'en parle pendant hyper longtemps et à la fin il me dit « Bah du coup j'ai arrêté de manger de la viande. » Quoi ? C'est quoi ton délire ? Et le gars me raconte qu'en fait, il a vu ce documentaire le lendemain. Première personne qui voit au boulot, un gars avec son gobelet Starbucks. Il lui rentre dedans, mais attends, t'as pas vu le documentaire Starbucks, c'est vraiment la merde, tu te rends compte et tout. Et du coup, le gars, il lui fait, ouais, mais moi, le matin, mon kiff ultime, c'est de payer mon Starbucks. Du coup, moi, si j'arrête, toi, tu fais quoi pour moi ? Et du coup, ils se sont regardés en se disant, bah attends, effectivement, je comprends que ça t'affecte, je comprends que ça soit pas rationnel. Toi, qu'est-ce qui, pour progresser, tiendrait un peu du même ressort, irrationnel, affectif, et pour qu'on progresse ensemble. Et du coup, mon pote dit, bah moi, le truc, je sais que je devrais bouger, mais pour l'instant, je freine des cas de fer parce que c'est pour moi irrationnel, c'est la viande. Et du coup, les mecs, ils se sont tapés chacun dans la main en se disant, bah toi, t'arrêtes les Starbucks et moi, j'arrête la viande. Ok. Pareil avec mon frère, où lui, il est électricien, et à chaque fois, je lui dis, mais t'es électricien et tu t'es encore chez EDF et machin et tout. Bah, le jour où il m'a dit, ouais, mais toi, tu fais quoi pour moi et comment moi je peux t'aider ? Et regarde, moi, j'arrête pas de te répéter que ça et ça, par exemple, sur ton alimentation, tu fais n'importe quoi. Et on s'est dit, bon, ok, t'as raison. En fait, on s'apporte mutuellement, plutôt que de continuer à penser qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et ça change tout. En fait, j'adore ce concept, j'avais jamais mis des mots dessus sur le fait de se mettre à la place d'eux.
Et en fait, il se passe le même phénomène inverse. Ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, vous couperez au montage. Ça me fait penser à un phénomène qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est l'infantilisation. Je ne sais pas si ça vous parle, l'infantilisation, c'est le fait d'infantiliser notamment les prises de parole chez les jeunes, etc. Et une des chercheuses qui s'intéresse à l'éco-anxiété, parce que c'est lié à cette infantilisation, donc c'est quand vous avez des adultes, on l'a beaucoup entendu avec Greta Thunberg, voilà, notamment des hommes, des patrons qui prennent la parole en disant « Ah mais c'est pas une jeune fille de 15 ans qui va nous apprendre la vie, on sait déjà tout, etc. » Et ce que répond, donc c'est une chercheuse qui s'appelle Leila Benoît, qui s'intéresse au phénomène d'éco-anxiété. Elle dit, mais en fait, il faut que ces personnes-là se mettent à la place des jeunes à 15 ans qui aujourd'hui, à qui on dit en gros, la priorité pour toi, c'est d'apprendre le latin 8 heures par jour, alors qu'ils voient justement l'écosystème, la biodiversité s'effondrer. Non, 8 heures par jour, c'est beaucoup. T'as quand fait même, quelle hein. école? le latin, Ouais, mais c'est ça, ça, mais arrête tu avec es- ton tu es latin là. Non mais bref, apprendre des trucs qui servent à rien, quoi. Et à côté, Sciences économiques et sociales, oui, par exemple. par exemple. Et à côté, tu vois la biodiversité, la biodiversité s'effondrer, tu vois les feux de forêt qui sont à côté de chez toi. Donc elle dit, mais imaginez la dualité dans laquelle se trouve, la dissonance dans laquelle se trouve cette personne. Imaginez. Et moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui infantilisent les plus jeunes, et c'est ce qu'on entend parfois avec des adultes qui disent, ah mais de toute façon, l'éco-anxiété, c'est du pleurnichage, il n'y a rien de concret, machin. Elle invite ces personnes à se mettre à la place d'eux. Et je trouve que c'est un super point dans l'autre sens, enfin dans les deux sens, quoi, en fait. C'est le principe de communication non violente. Donc Ouais, ça ouais. fait partie des choses sur lesquelles il faut se former. Ça, Et ça poser fait des questions. En fait, je Ouais. le fais aussi quand Ouais. ils sont pas trop agressifs, que je rester calme. la règle des quatre poser des pourquoi. questions dans ce On cas. appelle ça. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a la 6e extinction de masse si c'est pas machin? Donc il y a quand même une méthodologie Oui. pour pouvoir dialoguer, mais là-dessus il y a un gros effort et un gros apprentissage à faire. Qu'on se forme. Parce que la rhétorique, ça n'est plus appris à l'école depuis l'Antiquité, je pense. Il faut mettre des smileys dans les Et, commentaires sur les réseaux sociaux. Les principes de la maïotique, du C'est dialogue, vrai. du discours, On a etc., pas du tout tout. ça, on les a plus. Donc Ouais, c'est ils aussi un traitent gros tout le temps enjeu l'agressif. pour la Pas communication du tout et nécessairement les outils Ouais. qui peuvent servir à celui qui a envie de sensibiliser celui d'à côté, quoi. Et le retour, moi je prône beaucoup aussi le retour aux émotions. Enfin, c'est un peu ce que je fais avec les documentaires, c'est ce que tu fais avec les podcasts, avec les livres. C'est en fait on va chercher les gens, on va chercher leurs émotions intérieures. Et c'est là que nous on a projeté le film devant des parents, devant des DRH qui managent des milliers de personnes qui sont venues en costard-cravate, qui sont ressortis en pleurs, qui venaient nous voir à la fin du film en me disant, alors jamais ils le disaient officiellement, hein. Ah oui, il faut que je te dise Arthur, moi j'ai 2 enfants, ils sont sortis du système scolaire, ils sont devenus maraîchers, j'en parle jamais. Et en fait aujourd'hui je suis devenu fier d'eux. Et c'est un truc, en fait, on est allé les chercher au niveau des émotions, là, en bas, et ils peuvent pas se trahir. Et enfin, je trouve que c'est aussi une manière de communiquer, c'est aussi dans la communication non violente, chercher les émotions. Enfin bref. Et du coup, il faut aussi qu'on se forme sur les émotions et sur la communication des émotions. Oui, je pense qu'il faut même qu'on se forme un peu partout parce que. Non, parce que... Et c'est pour ça, moi j'ai utilisé le convaincre juste pour l'opposer à persuader. C'est juste pour ça que je l'ai fait. Et parce que malheureusement, les faits scientifiques ne sont vraiment pas su. Et en plus, tout ce qui est de l'image dans la société et tout ça, on n'a pas envie de la perdre. Certaines personnes n'ont pas envie de perdre ça. Et donc, ils sont durs à persuader, très difficiles à convaincre. Et en fait, il faut aller faire les deux, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'activistes, donc ceux qui tapent, de gens qui montrent un peu des utopies, voilà, des documentaires, et aussi de vulgarisateurs sur la science. Et tout ça, ça va ensemble. Donc voilà, j'ai juste utilisé convaincre comme ça, mais donc, pour avoir les faits scientifiques, mais la persuader, ça permet aussi parfois, on voit des gens qui sont persuadés et qui ensuite vont être convaincus parce qu'ils vont arriver de façon plus rationnelle face à des faits. Donc voilà, tout ça va ensemble. Et ça va bien dans le sens d'ailleurs d'une question qu'on nous pose souvent sur quoi on commence si on veut agir au niveau individuel ou collectif et tout ça. Et dans ce que tu dis, il y a la nécessité de non-hiérarchisation de l'action écologique. Parce qu'en fait, à force de dire, non, il faut faire comme Anatole. Non, il faut absolument faire les émotions. Non, il faut absolument... En fait, non, il faut qu'on fasse tout ouais, du mieux qu'on peut. Et c'est Aurélien Barraud qui dit qu'on doit avoir une action qui est fractale et partir dans tous les sens. Parce qu'en fait, l'humanité, encore une fois, étant tellement irrationnelle qu'on ne sait jamais ce qui va, à un moment ou un autre, déclencher le truc, quoi. Juste pour Là, terminer. ça, les actions, là, on va en parler ça après, non? Non, c'était déjà avant? On a déjà fait un peu Ah, l'action. mince, pardon. On peut y revenir. On peut hein. revenir. Ouais. Juste une petite anecdote sur se mettre à la place de l'autre, j'aime beaucoup cette idée. Je faisais en école des débats. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'était 2 équipes de 5. Il y a une motion, c'est en anglais. il y a une proposition. Et on force une équipe à être pour et une autre à être contre. C'est tiré au sort. Qu'est-ce qui se passe à la fin du débat? Donc, on l'a fait, on prépare tous ensemble, ok, on est une équipe, c'est un peu martial, ok, il faut les battre, il faut se qualifier, nanana. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? On demande, l'équipe A, vous étiez pour, ok, mais peut-être qu'avant, en fait, vous étiez contre, vous avez essayé de trouver des arguments pour, parce que c'était le jeu.
Et maintenant, est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est pas mouvant, là, c'est ça que tu... Est-ce que vous êtes pour? C'est une Non, controverse, c'est ouais. autre chose, mais ça ressemble. Ouais. pardon. Et est-ce que maintenant vous êtes pour ou contre? Maintenant qu'on vous a forcé à défendre pour, eh ben, ils sont beaucoup plus pour. Ah, Et l'équipe, c'est marrant. vous étiez contre, et maintenant, vous faisiez semblant d'être contre, maintenant vous êtes pour ou contre, ils sont majoritairement Ça montre que les sujets sont Et donc, complexes en fait, et c'est ouais, difficile exactement, d'avoir tout, cette parce que- binarité en fait. Ouais, Donc, c'est clair. Dans le truc, la phrase, elle est à chaque fois un peu floue, donc tu peux Ouais, trouver bien argument sûr. pour ou contre. Mais en fait, on s'auto-convainc. Et donc, si tu te mets à la place de l'autre, eh ben oui, et si tu forces aussi les gens à faire le contraire, à faire le pacte, là, comme tu disais, eh ben eux, s'ils se disent ah oui, je me mets à la place des jeunes aujourd'hui, eh ben peut-être que s'ils se mettent vraiment à leur place, à notre place, Ouais, parce que ouais. je me considère encore jeune, Ah bon? eh ben je me considère Pardon. encore. Ils vont être cherche la persuadés bagarre, je et crois. convaincus par leurs propres nouveaux arguments. On cherche la bagarre. C'est intéressant. Juste Non. pour revenir sur les Ouais. actions, effectivement, à tous les niveaux, ça j'en ai pas parlé, c'est que moi, ça va pour moi, donc le plus politique, vous l'aurez compris, et le plus important, bon, c'est de l'autonomie alimentaire, pour 1000 raisons, je pourrais expliquer pourquoi à ceux qui intéressent, contactez-moi, mais c'est long à expliquer là. Mais, donc ça commence par une petite mini-échelle, c'est-à-dire mon petit jardin. Hein. Après, ça va au niveau de la commune. Moi, j'interviens dans les Comcom, parce que la campagne, c'est des Comcom, des groupements, des communautés de communes, n'est-ce pas? D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais dans la Comcom de mon département à l'émission Environnement leur expliquer la résilience alimentaire. Je suis rapporteur d'une assemblée citoyenne, donc pareil, un échelon supérieur. Et puis, je suis prof d'économie, là, tout à l'heure, tu as dit. Donc, c'est parfait, justement, là, j'introduis, parce que pour moi, les deux ne sont pas du tout antinomiques. Mais j'introduis aussi, je suis hors programme, on va dire, la majeure partie du temps. J'espère que l'inspection ne regarde pas. Voilà. Et puis après, voilà, je bataille sur LinkedIn où là, je commence à toucher à un panel beaucoup plus large et j'essaierai de m'engager aussi à une échelle supérieure. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment essayer d'agir à toutes les échelles. Et en fait, je pense que c'est super facile de le faire en réalité. Ouais. Il y a justement, pour revenir sur les actions, j'ai pas pu le dire avant, un super doc aussi qui s'appelle l'Arbre des résiliences. Et c'est accessible en ligne. Et en fait, tu peux zoomer sur les différentes manières d'agir, de se former, de passer à l'action aussi, etc. C'est super intéressant. Et alors moi, j'ai fait un truc super, c'est que j'ai acheté en gros la fiche, quoi, et je l'ai mis dans mes toilettes. Et du coup, dès que je suis aux toilettes, je lis. Mais non, mais en fait, tu apprends toujours, quoi. Et alors, ils vont faire des versions, ça va évoluer, etc. L'Arbre des résiliences, c'est franchement, c'est super bien foutu, ouais. Ok. Alors là, je vais trancher un peu avec une question, je vais couper un peu les sujets. Ça revient un peu avec l'éco-anxiété, ça revient un peu avec le positionnement, les valeurs. C'est une question qui revient un peu, une réflexion qui revient chez les jeunes générations. C'est celle d'avoir ou non des enfants. Alors, on n'est pas là pour répondre à cette question, évidemment, mais on a tous des expériences sur la question. La question, ça va être, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous projetez d'en faire? Et si oui, comment cela impacte vos choix? Et si non, est-ce que cela a un lien avec la situation de la crise de la biosphère? Est-ce que ça a un lien avec l'éco-anxiété, avec la prise de conscience? C'est assez global, du coup, crise de la biosphère. Est-ce que tu as prévu de faire des enfants? Moi j'en ai. Je sais, c'est pour ça que je posais la question. J'ai un enfant. Évidemment, libre de répondre ou non Ouais. à cette question. Moi, je veux bien, c'est un sujet je me permets de reprendre la parole, je sais pas si je t'en prie. Hein. c'est un sujet qui nous travaille beaucoup avec ma copine. Et en fait, j'étais assez contre le fait d'avoir des enfants. Jusqu'à ce qu'à un moment, elle a eu une phrase qui m'a fait avoir un déclic. Elle m'a dit, mais en fait, elle m'a dit, il n'y a rien de plus fort que la vie, quoi, dans tous les cas. Et c'est pas parce que le vivant meurt qu'il faut arrêter de se battre pour la vie. Et j'ai trouvé ça, moi, j'ai eu cette espèce de déclic, j'ai trouvé ça super beau. C'est Spider-Man, ça, non? Peut-être, ouais, je sais pas. Voilà. Et du coup, moi, je pense qu'on va avoir des enfants. La vie en décidera pour nous, je pense. Mais effectivement, je trouve qu'en fait, la vie. Avant, j'avais cette idée un peu de me dire, oui, mais mes enfants m'en voudront potentiellement si je leur donne vie, etc. Je pense que je leur répondrai s'ils m'en veulent. Quoi qu'il en soit, la vie vaut le coup d'être vécue. Je sais pas, vous vous rendez compte, c'est pas très bien réfléchi encore pour l'instant, mais C'est jeune. il y a ce truc de dire, oui, même si tu vis 5 ans. Admettons, ça vaut le coup de vivre 5 ans, quoi. Je sais pas, il n'y a pas cet objectif de vivre 80 ans dans une planète parfaite, Et dans etc. l'exercice de se mettre à la place de l'autre, si tu te mets à la place de ton enfant, dans les 20 ans qui viennent,
On ne peut pas en fait, si je peux me permettre, Ouais, il y a c'est- Philippe Biwix qui parle souvent du glissement de point de référence et je trouve que ça illustre bien ce qu'on essaye là d'aborder comme sujet. Imaginez, vous partez en vacances, vous êtes dans les îles Caraïbes, c'est absolument magnifique, vous rencontrez un pêcheur, ce pêcheur vous dit « Ah bah tiens, je te fais visiter ma maison, la petite bicoque en bambou sur la plage, magnifique » et vous rentrez et dans le salon, vous voyez 3 photos. La photo de l'arrière-grand-père qui, comme tous les pêcheurs, s'est pris en photo avec le plus gros poisson, le plus gros poisson. Et il est le plus heureux du monde. Forcément, c'est son plus gros poisson, la fierté incarnée. Et puis juste à côté, il y a le grand-père qui a pris la même photo avec le plus gros poisson. Et en fait, il est hyper heureux, hyper fier. C'est le plus gros poisson. Tous les autres personnes le regardent, mais en étant jaloux. Et là, le père vient juste d'afficher la photo de lui avec le plus gros poisson. Et il est fier. Et il en parle avec des étoiles dans les yeux. Mais vous voyez bien qu'entre le père qui a le plus gros poisson, le grand-père qui a le plus gros poisson et l'arrière-grand-père, pardon, qui a le plus gros poisson, en fait, ils n'ont pas le même poisson. Mais par contre, ils ont la même fierté dans les yeux. Donc, on est dans l'incapacité, nous, de projeter ce que sera le bonheur pour les générations d'après, puisque, en fait, même déjà, on n'a pas les mêmes référentiels. À partir du moment où tu nais dans une normalité qui n'est pas la tienne et dont on n'a aucune idée, déjà, on a une question de proportion, de se projeter dans ce qui fera la réussite ou pas d'une vie qui tient presque du miracle. Ensuite, autre réponse plus stratégique. Le principe d'amnésie écologique aussi, qu'on peut appeler comme ça. C'est shifting baselines, exactement. Ouais. Il a repris un concept plus ancien. Exactement. À côté, on revient encore sur quelque chose qu'on a dit, c'est si on continue à penser que effectivement nous les êtres humains nous sommes des consommateurs, gaspilleurs, jeteurs qui auront un impact écologique négatif, et ben effectivement il y a des chercheurs, il me semble que c'était des Pays-Bas mais je suis plus tout à fait sûr, qui mesuraient l'impact qu'on allait avoir nous en tant qu'êtres humains dans nos vies et donc la lumière, l'avion, la viande et paf le plus gros c'était faire des enfants. Mais c'était un rapport de 1 à 10 je crois. Et donc les gens se disaient, bon, en fait, si je fais un enfant, je pollue. Mais, Et si j'en fais pas, je peux prendre l'avion. non, mais n'importe quoi. C'était surtout ça. N'importe quoi. Alors que le fondateur du scoutisme, il dit, laissez la planète dans un meilleur état qu'on l'a trouvé. Bah, si on ne peut pas travailler dans ce sens-là, bah oui, mais ça n'a pas de sens. Et donc toi, pour reprendre ton cas, je ne sais pas si d'autres ont des enfants, mais toi qui as un ou plusieurs enfants, est-ce que ça impacte tes choix et ta motivation au quotidien ? Bien sûr. Mais en termes d'impact individuel, forcément, parce que tu te sens une énergie supplémentaire pour aller dans le sens qui est supposément de plus de durabilité, de solidarité, d'un cadre de vie plus épanouissant pour les générations d'après. Mais en fait, surtout, moi, je me suis jamais senti aussi vivant depuis que tu vois le miracle de la vie au quotidien, avec tout ce qu'il y a, ce qui fait vraiment la joie d'être là, d'être en vie, de partager, et qui fait que quand l'humanité est là, encore pas trop pourri par le capitalisme, en fait, tu te rends compte que ce qui fait le bonheur, c'est pas dans la possession matérielle, c'est pas dans la suraccumulation, c'est l'interaction, c'est le fait d'être ensemble. Et donc là, il y a une puissance à ça qui, en l'occurrence, ne peut pas être forcément liée au fait de faire des enfants, parce que le voisinage, parce que l'adoption, parce que les amis, parce que plein de choses. Mais c'est d'une puissance incommensurable. Parce que aussi, il a été. T'as envie de réagir, Hélène? Je sens que t'es. Tu vas casser l'ambiance. Mais juste parce qu'il a aussi peut-être été un peu éduqué comme ça. Parce qu'il y a des enfants aussi qui sont. Il a même pas 2 ans, il y comprend rien. Ah, lui, mais pour donc, l'instant, mais il appuie sur. il Son comprend rêve, c'est rien, d'appuyer sur mais- les boutons et de manger des gâteaux, tu vois. Et pourtant, c'est génial, quoi. D'accord. Bon. Mais parce que quand ils sont. Par exemple, tu peux avoir des enfants de 7 ans qui sont complètement dans le modèle Après, franchement, capitaliste. si dans 10 ans, il me dit qu'il a envie de travailler chez Total, mais là. Les boules. Ouais, les boules. Mais non, mais d'ici Ouais, là, mais- Total aura fermé puisqu'ils n'auront plus aucune. Ils n'ont pas réussi à recruter et tout. Donc, Alors on a eu deux réponses sur 4. Vas-y, Hélène. Oui, moi je vais un peu casser Hélène, l'ambiance, ouais. alors, juste pour moi. après, c'est juste Il a c'est pas- hyper personnel. Hein. Enfin, Ouais, là, bien sûr, bien sûr. il n'y a pas de règle à tirer de ça, je pense. Mais j'aimerais bien capitalisme. gagner quand même à la meilleure réponse. Donc si. Le sujet, le problème, il date pas du capitalisme, hein. Comme je disais avant. En fait, ce qui a fait tout basculer dans l'humanité, c'est l'agriculture, et il est resté 10% de forêt au XIe siècle. Voilà. Donc en fait, le problème, il est beaucoup plus ancien. Il s'agit de rebâtir un pacte avec le vivant qui n'a pas trop existé en réalité. Mais voilà. Et même, je pourrais remonter encore beaucoup plus loin, et c'est pas beaucoup mieux. Et un truc que je voulais dire, oui, pourquoi casser l'ambiance? Parce que Gilles Boeuf, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, parle beaucoup dans ses conférences de ses étudiants qui reçoivent des cours de Gilles Boeuf, qui est donc biologiste, éminent biologiste, et ils arrivent tous en disant, mais vu que c'est la 6e extinction de masse, pourquoi on nous a fait? Donc si, la question, elle est là, elle va être là. Et alors moi, j'ai pas fait d'enfant quand j'étais jeune.
Et j'avoue que finalement, ça m'arrange bien maintenant. Là, récemment, dans les 10 dernières années, on va dire, ça aurait pu être possible, mais ça me génère beaucoup trop d'angoisse. Je me dis, mais comment je vais faire pour le nourrir ? Comment on va faire ? Parce que moi, je ne pense pas qu'il y aura de transition vers des futurs souhaitables. Les problèmes sont déjà tellement énormes. Il y a déjà une sécheresse qui est tellement mondiale, énorme. Les choses sont tellement enclenchées qu'en fait, on va subir, on va transitionner, bien sûr, mais ce ne sera pas la transition souhaitable dans la joie et la bonne humeur, d'après moi. C'est ce qu'il dit. Il dit on va aller l'utopie. L'utopie, elle est souhaitable. Mais tout à l'heure, on a parlé de faire des transitions vers le futur souhaitable. Mais oui, mais le futur est souhaitable. On n'a pas dit que la transition allait être souhaitable. Tu vois, la transition, on sait qu'on va passer par des famines, on sait qu'on va passer par des moments très durs. Mais on a le but en fait. Et puis souhaitable, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas pompé up, souhaitable. D'accord, mais on n'ira pas d'un point A à un point B, ça c'est pas vrai. Ah bah non, c'est mais pas ça, comme ça on le appelle ça. monde. Ouais, voilà. Quand on parle de transition, c'est ça. Pour moi, il n'y aura pas vraiment de transition. On va juste subir et faire au mieux comme on pourra. Et c'est déjà en fait le sujet dans lequel on est. En réalité, des problèmes pour s'approvisionner en nourriture dans pas si longtemps. Donc on va gérer l'urgence comme on peut. En disant que ton éco-anxiété fait que, ça a impliqué ce choix. Non, mais quand tu as un enfant, tu es quand même beaucoup angoissé. Tu vois, dès que t'es pas avec lui, tu te dis j'espère que tout va bien, machin, ça va, nanana. Enfin, ça génère aussi beaucoup de bonheur et beaucoup d'angoisse. Et en fait, moi, je sais pas là comment je gérerais les angoisses parce que oui, va falloir être capable de s'en occuper, de le protéger. Enfin. T'as raison. J'ai interviewé Isabelle Autissier. L'exploratrice, la navigatrice, présidente d'honneur aujourd'hui de WWF, et qui a réussi à mettre les mots sur quelque chose que je commençais à ressentir en tant que parent et qui m'a beaucoup éclairé et qui, je pense aussi, fait partie des actions, des choses à poursuivre, à mettre en place, des formations, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas du travail à faire, où elle nous invitait, ou en tout cas dans le message qu'elle me laissait, elle disait que dans les 2030 glorieuses, il allait falloir vraiment travailler proactivement à accueillir le déséquilibre, à manœuvrer ce déséquilibre, à jouer avec ce déséquilibre et en fait à faire en sorte que l'intranquillité qui est l'opposé ultime de ce qui est mis en avant dans notre société, confort, simplicité, on nous livre en 5 minutes et on reste sur notre canapé, ça sera en fait ce qui va nous permettre d'accueillir les décennies à venir avec ce qu'il y aura de joie, ce qu'il y aura de chaos, ce qu'il y aura de détresse et ce qu'il y aura de possible. Et donc, contrairement à ce qui est souvent véhiculé comme image de tu deviens parent et donc effectivement tu te fais beaucoup de soucis, j'ai l'impression que là, moi, le fait de devenir parent, je vous livre une réflexion qui est encore en train d'être affinée, mais ça nous fait, ou en tout cas moi, ça me fait rentrer encore plus dans cette acceptation de l'intranquillité. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Qu'être parent, c'est un déséquilibre permanent. Donc soit tu luttes contre ce déséquilibre jusqu'à un moment où tu seras dans la rupture, dans la névrose, dans la souffrance, soit tu accueilles ce déséquilibre qui peut devenir un mouvement avec ce que tu peux contrôler et ce que tu peux aussi pas contrôler. Et je crois que peut-être là, dans cet apprentissage-là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui me permet aussi, pourquoi pas, de jouer un petit peu plus sereinement, si je peux le dire comme ça, avec le déséquilibre qu'on a déjà commencé à vivre et dans lequel on va s'enfoncer encore plus au niveau sociétal. Et ta femme ou compagne, je sais pas, mais elle, tu penses qu'elle vit les choses de la même façon ? À quel moment cette table ronde s'est transformée en conseil familial de Julien Vidal ? On en parle beaucoup et je pense qu'effectivement, il y a une question d'acceptation, pas de lâcher prise, mais d'acceptation de tout un tas de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et on revient un tout petit peu sur cette idée d'engagement. Moi, le moment où je suis rentré en France avec l'envie d'agir, j'étais tombé sur énormément d'interviews de Cyril Dion qui avouait son burn-out militant et qui disait je me suis lancé, j'ai fait plein de trucs et j'ai pété un plomb et j'ai complètement explosé. Et il disait qu'il avait eu ce burn-out à force de se surresponsabiliser. Et qu'à un moment où tu te rends compte de ce qui tient de ta responsabilité, mais aussi ce qui ne tient pas de ta responsabilité et que d'une certaine manière, c'est presque une preuve de foi, un peu foi en l'autre, foi en ce qui se passera autour de toi, et ben là, ça lui a permis de tenir. Et donc, je crois que dans cette question d'être parent aussi, c'est en fait pas te surresponsabilité, parce qu'en fait, toi, tu es le parent de ton enfant, mais ton enfant, il sera jamais à toi.
Et donc il y a cette notion de je fais le maximum, mais au bout d'un moment, il y a des choses que je dois lâcher et j'accepte de les lâcher. Et je crois que dans cette posture, excusez-moi pour la métaphore un peu hasardeuse, mais en fait, dans cette posture d'être des éco-citoyens, éco-citoyennes ambitieux, responsables à la hauteur des enjeux, je crois qu'il y a un peu cette idée et cette notion de se dire je vais faire du mieux que je peux. Mais par contre, je dois aussi être sur cette ligne de crête où j'accepte qu'il y a des choses qui ne tiennent pas de mon ressort. Et si je n'ai pas de contrôle là-dessus, je ne peux pas me flageller indéfiniment. Et donc, il va falloir aussi que j'accepte que c'est ensemble qu'on va vivre ça. Il nous reste ton avis, Anatole, si tu veux le donner. Ouais, alors moi, ça va être encore avec les rapports, un truc très scientifique. Alors, il y a deux trucs. Il y a le rapport Meadows et il y a les modélisations de l'ONU. Ingénieur, toi, non? Un petit peu. Alors, si on regarde la population, on a eu une croissance quasi exponentielle jusqu'à aujourd'hui. On est 7,9 milliards sur Terre. On va atteindre les 8 milliards dans les prochains jours. Et on regarde les modélisations, on devrait atteindre les 11 milliards et ce serait un plateau. Donc, c'est-à-dire que cette croissance exponentielle ne va pas continuer comme ça. Donc, si on regarde, c'est 8, 11, à peu près plus 25%. Il y a plein d'autres choses à faire qui peuvent réduire massivement pour atteindre la neutralité carbone et enlever cette empreinte écologique et non pas que le CO2, qui sont avec des impacts bien plus grands que moins 25%. On peut aller même jusqu'à beaucoup plus. Donc déjà, ça c'est un premier truc qui dit que si on regarde les ordres de grandeur, moi j'ai envie d'avoir des enfants, vous avez bien compris aussi, et les modélisations de l'ONU vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que, est-ce que ça rajoute du problème? Oui, ça rajoute plus de 25%, en gros, premier ordre. Mais on peut vraiment baisser aussi de facteurs qui sont bien plus grands. Deuxième truc aussi, là on est en train de lutter pour la vie. Ce serait bizarre de lutter pour la vie en s'interdisant de faire des enfants. Ça, c'est moins scientifique. Ouais, je le mets comme ça. Parfois, ça m'arrive de faire des trucs moins scientifiques. Et aussi, dernière chose, c'est que toute cette question-là, elle se pose, là on est en France, donc oui, mais dans certains pays. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres pays, sur ces 8 milliards, là, il y en a plein qui vivent dans d'autres pays où leur empreinte écologique, elle est beaucoup, beaucoup plus faible qu'en France ou dans d'autres pays industrialisés. Et donc, si cette question se pose, elle a le droit d'être posée, très bonne question d'ailleurs, elle doit être posée dans ces pays-là. Et non pas dans nos d'autres pays, tu veux dire? Oui, dans ces pays-là. Et la France aussi. aussi. Oui, pardon, mais tu fais bien le préciser. Parce que dans les autres, parfois, cette empreinte écologique, elle est divisée par 10, par 20 par rapport à nous. Et donc, ce n'est pas eux le problème, c'est nous. Et quand je dis nous, c'est la France. Et c'est l'Occident. Il y a tous les pays industrialisés. Quantitatif de la population, c'est l'aspect qualitatif du mode de vie. Sinon, on dit oui, mais regardez les Chinois et les Africains. En fait, nous, si on prend notre dette écologique en partant des 200 dernières années, on est 8e en termes d'impact dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est considérable. Donc, il y a ça aussi à avoir en tête. Ouais, et puis, on a enfanté un peu des États-Unis aussi. Là, on est plus 8e là d'un seul coup. Pour finir, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, on va attaquer. Voilà, ça va être difficile de tenir dans ce qui nous reste comme temps, mais l'aspect rapport au monde philo, notamment comment est-ce qu'on peut répondre à des choses qu'on entend aussi, c'est-à-dire que l'écologie, c'est un retour en arrière, et voilà, c'est l'expression on n'est pas là pour redevenir des Amish, quoi. Du coup, c'est changer son rapport au monde. C'est aussi la question de comment est-ce qu'on arrive à emmener aussi des gens qui ne sont pas dans nos bulles, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment ils appellent, mais les CSP+, tout le monde n'est pas dans cette catégorie socio-économique, tout le monde n'est pas sensibilisé à ces enjeux, et il faut réussir à toucher toute la population dans toute sa diversité. Et voilà, est-ce que vous avez des pistes de réflexion sur ces aspects-là ? Je ne sais pas, mais en tout cas, tous les CSP+, ne sont pas du tout convaincus. Ah non, j'ai pas bien compris peut-être la question. J'ai dit comment. Plus tu as à perdre, moins tu es convaincu. Comment tu vas chercher les autres? Les gens qui font de la finance, par exemple. Évidemment. Non, moi, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il s'agit de bâtir T'as tout perdu. une nouvelle relation au vivant, en fait, qui n'a jamais existé. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je sais vers quoi on doit aller, mais comment est-ce qu'on arrive à... Comment? Mais en fait, l'écologie, ça doit aller de pair avec le social, notamment. Donc, toi, dans la question, j'ai cru comprendre que tu parlais peut-être des classes, notamment défavorisées, ou
Notamment, mais notamment, pas que. admettons. Mais si on veut embarquer tout le monde, il faut absolument arrêter l'écologie punitive. Il faut arrêter de cibler les personnes qui sont déjà des minorités, qui déjà galèrent à gagner à se nourrir à la fin du mois. Et c'est souvent ce qu'on fait, parce que malheureusement, les intérêts des décideurs seraient de contraindre encore plus, toujours plus, les personnes qui sont les consommateurs et qui on dit, galèrent à finir à la fin du mois, admettons. Il faut faire de l'écologie qui soit le plus inclusive possible. Un exemple que je peux donner qui est super simple. Alors chaque fois, j'oublie le nom de sa commune, mais c'est une commune dans le Nord, et en gros, c'est le maire, c'est le premier maire qui, avec son conseil communal, ils ont porté plainte contre l'État pour une action climatique. Grande-Sainte. Oui, exactement. Damien Carême. Exactement. Et en fait, lui, il explique, alors il a complètement mis ça en place, parce que quand il est arrivé, je crois qu'il est arrivé, il était maire de sa commune, enfin il a été 20 ans maire de sa commune, fin des années 90, il avait déjà des convictions écologiques, et tout le monde lui a dit, alors je crois qu'il a 60% de la population qui sont sous le seuil de pauvreté dans sa commune. Ils lui ont dit, non mais attendez, nous on n'est pas du tout écolo, on s'en fout, on veut pas de l'écologie, etc. Et il s'est vraiment attaché à faire de l'écologie la plus inclusive possible. Notamment, un exemple concret qu'il a cité, c'est qu'ils ont transformé tout le parc de lampadaires de sa commune en LED. Ils ont économisé 500 000 euros de frais d'électricité. Et du coup, ils ont réinjecté ces 500 000 euros-là pour faire augmenter le seuil de pauvreté dans la commune. Et du coup, tout le monde se dit, ah mais en fait, il peut y avoir des intérêts là-dedans. Avec une sorte de revenu de base. Avec un revenu de base, exactement. Ouais. Ils ont augmenté le revenu de base. Donc c'est super intéressant. Donc je pense que pour embarquer tout le monde, il y a vraiment cette idée de prendre des mesures. Donc là, on parle de politique. Est-ce que ça va être, on peut s'engager en politique, même en étant médecin ou quoi, bien sûr, de prendre des mesures qui, au maximum, vont inclure tout le monde et arrêter de malheureusement pointer du doigt les minorités. Et quand on prend... Vas-y, Hélène. Quand tu dis comment, en tout cas concrètement pour l'autonomie alimentaire, l'État fait plein de choses. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur la table, surtout depuis France Relance, pour l'autonomie alimentaire. Donc il y a depuis des années qui existent les projets alimentaires territoriaux qui vont financer des gens qui veulent s'installer en maraîchage. En vrai, il y a plein de programmes pour faire plein de choses, pour donner des cours d'écologie dans les lycées agricoles, pour que les agros aillent faire de l'agriculture et non pas juste des public policies et de la recherche. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Pour moi, en fait, parce que j'ai beaucoup de gens au téléphone à ce sujet, pour moi, c'est une question de barrière mentale. C'est que d'abord, il faut faire sauter ces barrières mentales. Il faut oublier qu'on n'a pas besoin d'argent pour vivre, mais on a besoin de manger et boire. Ça n'a rien à voir. Et dormir, déjà. L'argent, c'est un moyen, mais il y a plein d'autres façons d'atteindre ces buts-là. Il faut... se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'argent, je réitère, mais pas que pour boire et manger, c'est que c'est parce qu'on est en ville que tout passe par l'argent, donc il y a cette espèce d'obsession argent. Moi, quand je suis dans ma forêt, j'ai besoin d'un caillou, j'ai un caillou, j'ai besoin. Et donc, c'est une question de barrière mentale. C'est pas vraiment la même question pour moi, parce que l'idée, c'est de se dire, ceux qui ont l'argent et qui n'ont pas de problème et qui n'ont pas du tout envie de régresser, ce qu'ils appelleraient, eux, une régression dans leur confort de vie, comment est-ce qu'on peut répondre à cette... Moi, j'ai un bien meilleur confort de vie aujourd'hui dans la forêt, dans une maison tout à fait confortable avec l'électricité, de l'électroménager, etc. Sauf que moi, je bouffe pas des horreurs qui viennent de je sais pas où. Je bouffe des trucs d'une qualité exceptionnelle, puisque c'est moi qui les cultive. Je vis dans un endroit où il y a absolument zéro voiture. Je bois une eau de source qui est absolument zéro polluée, qui sort de la forêt. Dans le Morvan, le parc naturel où j'habite, il n'y a pas un seul feu tricolore. Attendre, ça n'existe pas. La qualité de vie que j'ai aujourd'hui, pour moi, à aucun moment, elle peut être comparable à aucune des autres vies en ville, en fait. Ce qu'elle dit, Hélène, mais venez faire du woofing chez moi. C'est comment on arrive à transformer nos indicateurs de réussite. Bien sûr. Et donc, il y a deux choses. Souvent, on parle effectivement de comment on pourrait faire agir les différentes strates sociales. On pense aux plus pauvres parce qu'on a cet imaginaire des gens qui se ruent sur les pots de Nutella, etc. Alors que, encore une fois, stratégiquement, les personnes qui polluent le plus sont celles qui ont le plus gros pouvoir d'achat. En général, ce sont quand même normalement les personnes les plus éduquées qui sont aussi les plus sensibles à ces enjeux. Et donc, il faut continuer à faire ce que fait Anatole, c'est-à-dire simplifier, vulgariser, donner accès aux ordres de grandeur. Parce que malheureusement, il y a tout un tas de personnes qui veulent agir, mais qui pensent que parce qu'ils consomment bio et zéro déchet, ils ont fait l'essentiel du travail. Par contre, après, ils vont reprendre leur SUV avec lesquels ils sont allés faire les courses et partir à l'autre bout de la planète en avion et ils ne se rendent pas compte. Donc, il y a encore et encore un besoin de
de donner accès à ces ordres de grandeur qui ne sont pas clairement compris par la société. La preuve en est que même les ministres disent qu'il faut éteindre le Wi-Fi. C'est des choses qui sont complètement illusoires, importantes, mais en termes d'ordre de grandeur, Dans l'arbitrage, illusoires. Donc il faut donner accès à cette information. Et après, là où il faut continuer à travailler, c'est montrer les modes de vie alternatifs, non pas comme dépeints, comme des zadistes qui se lavent plus et qui, etc., mais qui au contraire gagnent tellement d'autres choses et donc en qualité de vie sont largement gagnants. Et à partir du moment où on a ces exemples parlant de personnes qui sentent bon, qui sont heureuses, qui mangent bien, qui ont tout un tas d'indicateurs de réussite qui sont clairement mesurables et qui peuvent être comparés aux personnes qui, en fait, à la fin de la journée, ont envie d'être heureuses, d'avoir le sentiment d'avoir réussi, d'être en bonne santé, et bien, logiquement, ça peut aller assez rapidement, à condition, et je termine avec ça, qu'on reprenne de plus en plus de pouvoir sur le marketing, sur la manière dont on communique la réussite dans le monde, puisque tant qu'il y a des millions de Français qui se retrouvent tous les soirs avec encore et encore les mêmes messages qui seront apportés de le bonheur ultime, la réussite ultime, c'est d'être dans son putain de SUV, et qu'à un moment, mais qui fait ça? Qui fait ça? À un moment ou un autre, on se dit tiens, je suis dans mon SUV, j'ai 30 secondes, je vais aller rouler à fond en forêt. Qui fait ça? Les pubs, elles sont comme ça. Qui fait ça? Qui fait ça? Personne. Personne ne roule tout seul le long d'une falaise extraordinaire dans son SUV rutilant et pourtant c'est mis en avant comme un symbole de réussite. Si on a ces récits à travers notamment, pas la publicité on est d'accord, mais les documentaires, les films, les livres qui montrent que justement en fait la vraie santé, notre pulsion de vie, la bonne santé, elle est en ayant le temps, en cultivant soi-même ses aliments, en passant du temps avec ses proches, en se montrant solidaire envers les plus défavorisés, alors là encore, on aura du coup, dans l'image collective, le sentiment de faire quelque chose d'extraordinaire et on s'y donnera bien plus volontiers. Parce que se rendre utile, ça permet de se réaliser. Et en fait, malheureusement, moi je trouve que ça devrait être obligatoire un service dans une asso. En fait, aujourd'hui, la plupart des gens n'ont même pas pu ressentir à quel point c'est satisfaisant service civique, d'être utile aux autres, ouais. à quel point on se sent bon, exister, mieux. Et c'est une véritable chance et c'est vraiment dommage en fait que les gens se réalisent par la consommation parce qu'ils seraient 1000 fois plus heureux en se réalisant, en faisant des bonnes actions. Ça paraît encore, on fait référence à Baden-Powell encore. Et finalement, les Gilets jaunes, je pense que c'est aussi un peu ça. C'est que d'un seul coup, ils ont trouvé un sens, une utilité, alors que certainement depuis trop longtemps, ils s'ennuyaient certainement un peu. Un pouvoir de se reconnecter, simplement, sans passer par la carte bleue. Essayez, allez dans des assos, vous allez voir à quel point c'est satisfaisant. Les assos, la famille, le quartier, les amis aussi, c'est des trucs super voilà, importants. tout ce qui est social. Je pense que c'était une bonne conclusion pour la table ronde. Peut-être une ouverture, mais on en a déjà un peu parlé. Si on veut s'ancrer un peu plus sur le système de la santé, justement, qui est à destination cette table ronde est à destination des étudiants de santé. Donc, est-ce que vous avez éventuellement des idées qui seraient propres justement à ce secteur en termes de réduction personnelle, institutionnelle? Il y a plein de choses qui ont déjà été traitées dans ce module d'introduction. Mais est-ce que vous, par rapport à toutes les réflexions qu'on a eues, vous avez des idées là-dessus? C'est vrai que moi, quand j'y pense, je me dis que le futur praticien de santé peut être un vecteur, un sensibilisateur hyper privilégié par rapport aux citoyens, parce que tout le monde passe par le système de santé. Donc si l'acteur du système de santé est lui-même sensibilisé et conscient de toute cette complexité et de toute la situation, il peut éventuellement être très pertinent pour diffuser. Est-ce que vous avez des idées particulières par rapport à cet aspect-là, pour conclure? Pensez à l'antibiorésistance parce que... Tout ça, c'est des choses qui normalement sont traitées dans le Très bien, parce qu'on a de plus en plus de problèmes. Et Escherichia coli, c'est un super exemple. À force de tout stériliser, et puis on va avoir des gamins qui se sont enduits de gel hydroalcoolique pendant 2 ans, ça va être... quelque chose, oui. Marc-André Sellos, je ne sais pas s'il fait partie du cycle, mais regardez le travail de Marc-André Sellos, c'est hyper important. Moi, je dirais recréer le lien avec le vivant, mais le vivant qui est en nous, quoi. Donc il y a tous les microbiotes un peu partout, on en a partout sur nous. En fait, on travaille avec le vivant, il est là pour nous aider. Et en fait, je trouve qu'on est à nous-mêmes un écosystème, quoi. Donc moi, j'invite les médecins à de nouveau travailler avec le vivant et à ne pas forcément se tourner uniquement vers les médicaments qui vont tout résoudre, mais à vraiment creuser sur... Mais je suis pas médecin, mais je m'intéresse quand même à tous ces trucs-là. Donc pas forcément le curatif, mais aussi pas forcément le curatif, le préventif, et essayer de mieux travailler avec son corps
Ouais, c'est ça, mieux travailler avec son corps, avec tous ces microbiotes, avec tous ces micro-organismes qui nous habitent et qui font qu'on est là, quoi. Un peu de médecine chinoise. Franchement, si on arrivait à allier la médecine orientale et la médecine occidentale, ce serait le top, quoi, je pense. J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps avec Tariq Chekchak, qui est biomiméticien et qui livrait un message que j'avais envie de vous livrer pour répondre à cette question. Lui, il étudie le vivant et son développement sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Et il nous invitait à, du coup, faire preuve de beaucoup plus d'humilité. Moi, j'avoue que dans les relations que j'ai eues aux praticiens, aux médecins, il y avait une relation descendante de certitude qui m'a toujours un peu intimidé et questionné. Et je crois que sur l'échelle du temps très long du vivant et même de la planète, l'humanité, c'est vraiment une rognure d'ongles, c'est pas grand-chose. Et donc faire preuve de cette humilité face à la complexité du vivant et tout ce qu'il peut apporter et de l'infime partie de notre savoir qui va aller crescendo, je crois que ça peut être une posture qui ferait beaucoup de bien. Tu valides ? Merci. Bah, si tout le monde valide, merci pour votre participation. Merci à toi. Merci à à toi. tous. C'est un plaisir.